Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue pour la rétrospective Spielberg avec Johan Sardet. Comment ça va, Johan? Eh ben, ça va très bien et ravi d'être avec toi ce soir pour parler de ce grand monsieur de cinéma. Ça me fait très plaisir. J'avais très hâte de parler avec toi de Spielberg. Ça fait un mois que je vis Spielberg. Ça fait un mois que je mange Spielberg, que vraiment je n'arrête pas de penser à Spielberg tout le temps. Au travail, je parle les pauvres, genre je parle toujours de ma passion du cinéma et je fais que de leur dire ah j'ai vu ça de Spielberg, j'ai vu ça et c'est hyper intéressant et ça me fait très plaisir de discuter avec toi déjà ce on avait déjà pu discuter ensemble où on était revenu un peu sur ta cinéphilie, sur ce que t'aimais. C'était hyper intéressant. On avait vraiment pu parler de plein de choses. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait tester le multi-stream. On allait être en live sur TikTok comme la dernière fois. On allait être en live aussi sur Twitch pour parler ensemble de la grande carrière de Spielberg. On va revenir décennie par décennie sur Steven Spielberg. Revenir ensemble, voir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a. Il y a forcément des choses qu'on aime un peu moins. Et notre rapport aussi à Spielberg, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on disait juste avant de lancer le live. On a un rapport à Spielberg qui est pas le même. Toi, quel est ton rapport avec Steven Spielberg? Bah, Spielberg, moi je fais partie des gens, bah, tu l'as dit, la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, et qu'on avait fait ce live plutôt sur mes goûts, tu avais compris que moi j'étais un enfant de la génération 80. Donc c'est presque comme si j'avais grandi dans feu les vidéoclubs. Et du coup, bah, Steven Spielberg faisait partie, et fait d'ailleurs toujours partie, hein, mais c'était l'une de nos boussoles, quoi. C'est-à-dire, Spielberg, c'est le gars qui m'a donné envie d'aimer le cinéma. Je dirais pas autant, enfin pas, George Lucas, c'est un peu moins, parce que finalement, c'est Star Wars plus que George Lucas, alors que Spielberg, c'était vraiment, je pense que très jeune, moi, mais plein d'autres gens de ma génération, on a identifié que ce monsieur, c'était synonyme de cinéma qui nous émerveillait, quoi. Et donc, en fait, ouais, Spielberg, ça a accompagné d'amoureux du cinéma. Là où moi, comme je l'ai dit, alors moi j'ai des souvenirs. Alors c'est très marrant parce que moi je suis né en 2003 et j'ai des souvenirs de très peu de films de Spielberg que j'ai découvert quand j'étais petit, parce que pas de famille forcément de cinéphiles, pas d'accroche au cinéma avant 2020. Donc ça fait vraiment c'est assez récent. Et j'ai quand même des souvenirs de mon père qui nous avait emmené voir un Spielberg. Un Spielberg au cinéma. Et alors là, c'est là où quand je fais une concordance des dates, il y a un problème. Il nous avait emmené voir Cheval de guerre. Sauf que Cheval de guerre est sorti en 2011, je crois, si je me trompe pas. Oui, oui, du coup, tu avais 8 ans. J'avais 8 ans quand j'ai été voir Cheval de guerre et Ouais. j'ai un super souvenir. J'ai vraiment un excellent souvenir de Cheval de guerre. En tout cas, j'avais un excellent souvenir de Cheval de guerre. Je l'ai revu. J'ai un avis un peu plus cinéphile sur Cheval de guerre, un avis un peu plus. J'ai décortiqué un peu, j'ai trouvé ce que j'aime, j'ai trouvé ce que j'aime pas, mais j'ai vraiment eu ce plaisir d'enfant de redécouvrir un Spielberg que la plupart ont avec des Jurassic Park, que la plupart ont avec E.T. qui on va parler d'E.T. On va parler d'E.T. parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je l'ai pas revu, j'ai toujours mon avis d'il y a 2-3 ans quand je l'avais vu, mais ça va être très intéressant. Mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant de parler de la grande carrière de Spielberg, principalement pour ça. Et j'en profite, hein, mais je vois que Kylian est là dans le chat. Salut à toi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des avis aussi sur les Oui, films de Steven Spielberg. N'hésitez pas. C'est hyper intéressant de débattre avec vous sur vos avis, que ce soit sur TikTok, hein. J'ai le chat TikTok, j'ai le chat Twitch. Donc n'hésitez pas si vous avez des réactions par rapport au cinéma de Spielberg, à donner votre rapport aussi au cinéma de Spielberg. Parce que je pense qu'on a tous un rapport particulier avec son cinéma. N'hésitez pas. Ce que ouais, je vais. d'ailleurs, Oui. si je peux juste non, ajouter un Vas-y, truc, c'est vas-y. que je me suis fait la réflexion l'autre soir, donc il y avait l'avant-première de son film, enfin de son nouveau film, Disclosure Day, et je me suis rendu compte que tout le monde, quelle que soit la génération, disait Tonton Steven. Et je pense que ça raconte beaucoup de notre relation, quelle que soit la génération, au cinéma de ce monsieur. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, c'est un peu notre père Castor à nous, quoi. C'est celui qui nous a raconté des histoires et qui nous a fait rêver. Et moi, je pensais que j'étais le seul à l'appeler Tonton Spielberg ou Tonton Steven. Et en fait, je me rends compte que tout le monde a cette espèce de surnom assez naturellement, parce que c'est le gars qui, au coin du feu cinématographique, nous ouvre un livre et nous fait rêver. Je me suis retrouvé à moi-même pendant mon marathon, quand je faisais mes petits TikTok pour dire ah, j'ai aimé ça, à moi-même dire Papa Spielberg ou Tonton Spielberg pour parler Exactement. de Spielberg. Donc effectivement, ouais, je comprends totalement ça. Et c'est vrai qu'il a un côté.
je trouve ça hyper intéressant, hein, mais dans le cinéma de Spielberg, il y a un vrai côté familial qu'on retrouve. On va parler de toute façon du thème de la famille, qui est le thème principal, je pense, du cinéma de Spielberg. Et moi, j'en ai même décelé quelques-uns qui reviennent très souvent, comme l'anti-guerre. On en parlera beaucoup, mais il a fait beaucoup de films de guerre où en fait il critique la guerre plus qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, c'est le côté un peu plus adulte politique que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé dans son cinéma. Euh, mais voilà, c'est vraiment un cinéma de famille et je trouve ça hyper intéressant. Et on en reparlera parce qu'on a discuté aussi de ça en off, mais de la couleur pourpre, d'Empire of the Sun qui sont, en tout cas moi, qui font partie de mes Spielberg préférés et qui ont été un peu snobés par une catégorie. Ouais, On en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Je te propose d'aller au niveau des années 1970 pour commencer, parce que c'est aussi son début de carrière. Alors, pour être honnête. J'ai fait des beaux visuels, hein, j'espère que ça vous plaît. Pour être honnête, la carrière de Spielberg commence un peu avant, avec un court métrage, si je ne me trompe pas. Et aussi, je me demande s'il n'y a pas aussi un long métrage, mais qui est introuvable, un long métrage étudiant qu'il avait réalisé. Donc le début de sa carrière, naturellement, je l'ai pris à Duel. Pour être plutôt, ouais, tout à fait. Et logique. sachant que non, normalement, je crois que juste avant Duel, mais c'est normal qu'il n'y soit pas là, je crois qu'il avait fait un épisode de Columbo. Ouais, Si je me souviens j'ai vu bien, ça, oui, voilà, il effectivement. a commencé vraiment à la télé. Enfin, comme tu dis, il a fait ses courts-métrages et notamment, bah, il a un film qui s'appelle Amblin, qui est son court-métrage d'enfance presque, et qui en fait a donné le nom à la boîte de prod qu'on connaît tous, qui s'appelle Amblin, dont le logo c'est le vélo d'Eliott devant la Lune. Et donc Amblin, voilà, était vraiment presque le premier Spielberg. Colombo, mais après effectivement, c'est surtout Duel qui est considéré comme son premier film. Effectivement. Et pour le coup, pour le coup, alors c'est très marrant, c'est cette année 70. Déjà, bon, il faut le voir, hein, rien qu'en une décennie, parce que là, du coup, on va parler décennie par décennie. Rien qu'avec une décennie, le mec est hyper productif. Il a 5 films sur 10 ans, sachant que le rythme de Spielberg, c'est un peu un film tous les 2 ans, j'ai eu l'impression, même s'il y a eu des plus grosses pauses, je crois que c'est après la liste de Schindler, où il y a une pause un peu plus grande. Mais j'ai vraiment l'impression que son cinéma va se répéter tous les 2 ans. Et en fait, dès le début, il propose Duel. Alors, est-ce que tu connais l'histoire? Je pense que tu connais l'histoire derrière Duel. Je sais pas si tu peux nous la rappeler. Autour du Quand fait tu que c'était dis, un téléfilm qui a été. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Au départ, c'est plutôt un téléfilm qui finalement, bah, la patte Spielberg étant ce qu'elle est, on se rend compte que c'est pas mal de le porter sur grand écran et de l'étirer un petit peu pour faire un long métrage et pour rappeler très rapidement l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un automobiliste qui a le malheur de doubler et klaxonner un camion qui roule trop lentement. Et sauf qu'en fait, le camion va le prendre en chasse tout le long du film et il y a une espèce de menace qui n'a pas de visage en fait finalement et qui préfigure presque un peu le requin des Dents de la Mer, sauf que là, c'est une sorte de requin un peu mécanique. Et en fait, c'est la course-poursuite sur la route entre cet homme qui a juste eu le malheur de doubler et klaxonner et un camion implacable qui va tout faire pour lui rouler dessus, quoi. Et Duel, donc, comme tu disais, Duel est de base un téléfilm. Alors, j'ai même lu, alors je sais pas si c'est source Wikipédia, hein, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais j'ai même pu lire comme quoi le film en France, enfin en Europe, pour le cinéma européen, avait été remonté et où il y avait des scènes qui ont été enlevées, jugeant un peu, jugeant les scènes un peu trop gore. Et du coup, on a eu une version pendant très longtemps de Duel qui était même pas celle qui avait été diffusée au cinéma aux États-Unis normalement, si je me trompe pas. Oui, C'est ce il y que a j'ai pu ça, et lire. puis il y a le fait que, parce que bah, Spielberg à ce moment-là est très jeune, donc en fait, bah, c'est pas le Spielberg qu'on connaît aujourd'hui, le grand Manitou d'Hollywood. Et je crois, si vous avez l'occasion de retrouver, il y a un épisode de L'Incroyable Hulk, la série des années 70, dans lequel Hulk, à un moment, fait tomber un camion dans un précipice, et en fait, Universal a saccagé Duel et a repris carrément des scènes qu'ils ont foutues dans la série Hulk, comme si on Ok. pouvait se servir dans un Spielberg, quoi. Alors que non, on ne touche pas à Duel. C'est quand même fou parce que dès Duel, il sort un énorme film. Moi, j'ai pris un peu une claque sur le climax. Tout le long du film, je me suis dit, ok, enfin, il y a une mécanique. En fait, c'est très marrant de voir à quel point Spielberg a instauré des idées, a instauré des idées de mise en scène, a instauré une façon de faire monter la tension dans des scènes et des choses qui ont été reprises. Moi, enfant du cinéma moderne et ayant toujours grandi là-dedans, en fait, ce que Spielberg a inventé, je l'ai revu dans des films, mais actuels. Et pour moi, ça me semblait, c'est un peu la morale que j'ai eue avec Jurassic Park où je comprenais pas
pourquoi Jurassic Park m'avait pas autant touché. Mais en fait, moi, les dinosaures, depuis que je suis né, ça a toujours été Ouais, exactement. dans la culture populaire. Et donc, en fait, je n'ai pas eu ce truc de waouh, des dinosaures pour la première fois représentés de cette façon. Et je me suis rendu compte après coup que, bah, en fait, c'est aussi comment tu vois les choses pour la première fois. Et moi, tout ce que Spielberg fait, bah, il y a une grosse partie où je l'ai revu dans des films un peu plus modernes, très généralement moins bien fait. Hein. Spielberg, c'est quand même le top du top là-dessus. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et pour le coup, Duel, j'ai vu des idées de mise en scène, des réflexions, c'est un Mad Max avant l'heure, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant. Et on reviendra sur Mad Max plus tard parce que il y a une scène que j'adore dans le premier Indiana Jones où clairement on sent que le mec, il a cité son pote, et son pote qui avait sorti le film 2 ans avant, et on sent qu'il a vu Mad Max et qu'il était en mode c'est trop bien, je veux faire comme lui. Mais ouais, Duel, et en fait, on est en 71, donc il y a plus de 50 ans. Et je trouve que le film est hyper moderne. Moi, c'est un truc qui m'a un peu surpris dans la carrière de Spielberg en règle générale. Hein, mais je trouve que, en tout cas, Duel est hyper moderne. Ben, je sais pas si c'est moderne ou si c'est le fait qu'en fait, il fait des films qui vieillissent pas, surtout. Ouais, c'est ce qui Les m'a films choqué le plus. Hein. voilà, et ça, les grands cinéastes, des fois, il y a des films sortis l'an dernier où tu le vois après en 2026 et tu fais oh, ça a déjà un peu pris un coup dans la tronche. Et il y a des films, James Cameron, c'est un peu pareil, ils font des films qui ne bougent pas, ces gens-là. Et je sais pas comment ils font ça. C'est assez admirable. Et même quand on va retrouver des films avec des effets spéciaux qui sont un peu plus compliqués ou quoi que ce soit, mis bout à bout ou mis dans le contexte du film, ça passe extrêmement bien, quoi. Ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a choqué dans Les Dents de la Mer. Autant continuer. Hein, alors, il y a Sugarland Express. Je sais pas si tu l'as vu, toi, de ton côté. Oui, en fait, je l'ai vu il y a longtemps et c'est assez notable. Bah, il y a un côté un peu road movie et puis film très, très, très indé, notable aussi pour sa musique. Mais c'est vrai que c'est un Spielberg qui est des fois un peu oublié ou oubliable, mais c'est quand même un film qui l'emmène dès le départ plutôt dans la branche auteur que dans la branche faiseur de spectacle. Ce qui après va changer par la suite. Mais c'est vrai que Sugarland Express, faudrait que je vérifie, faudrait que je vérifie, mais je me demande s'il n'est pas passé par Cannes ou un truc comme ça. Donc c'était un moment où Spielberg était considéré comme un auteur au sens noble du terme, et pas comme un amuseur, alors que en fait les deux sont nobles. Est-ce que c'est pas le seul film de... Parce qu'il y a un film, il y a eu son dernier film à Cannes, et qui fait qu'après, il a plus jamais été rappelé pour présenter ses films en compétition. Et je me demande, je sais plus c'est lequel le dernier film. Mais c'était dans les années 70, hein, je crois, le dernier film de Spielberg présenté à Cannes. Ouais, mais je pense que ça doit être Sugarland, ouais. Je crois, ouais, j'avais lu ça effectivement, comme quoi effectivement personne enfin, il était plus du tout appelé à Cannes. Et pour le coup, tu parles de son cinéma auteur, alors qu'après il va être plus sur un cinéma grand public. Est-ce qu'on peut dire que Les Dents de la Mer est un de ses premiers succès grand public pour le coup? Ah bah, c'est même au-delà de ça, parce qu'en fait, on connaît tous le terme blockbuster. Et en fait, le terme blockbuster est inventé pour les Dents de la Mer. C'est-à-dire qu'avant les Dents de la Ok. Mer, il n'y a pas de blockbuster. Alors qu'en fait, maintenant, blockbuster, on se dit plutôt c'est Marvel ou autre. Mais en fait, pourquoi ça s'appelle blockbuster? Parce que bloc, en fait, c'est un quartier. Aux États-Unis, toutes les villes sont coupées par quartier. Il y a des cinémas de quartier. Et en fait, quand des films marchaient, les gens faisaient presque la queue tout autour du quartier. Donc, ça faisait exploser le quartier. Donc, c'est un blockbuster. Voilà, historiquement. Voilà, c'est plutôt ça fait exploser, quoi. Ça, et, euh, et du coup, donc c'est un buster de bloc. Et donc, Les Dents de la Mer, c'est avant que Star Wars de son pote Lucas arrive 2 ans après en 77. C'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qui est juste. On pourrait presque faire un live entier hein, sur Les Dents de la Ouais. Mer. Moi, c'est un film majeur que je pense que je dois le revoir une fois par an. Euh, et c'est un film incroyable. Si vous avez l'occasion de voir les making-of, euh, de voir comment Spielberg arrive à réinventer son film parce que le requin ne marche pas finalement. Et qu'en fait, c'est ça qui fait la force du film, c'est comment on invente une mise en scène pour pallier un problème technique, mise en scène qui fait toute la force du truc en étant la plupart du temps en vue subjective du requin, les fameuses 2-3 notes de John Williams qui créent tout le suspense, et surtout là où aujourd'hui, je pense que par exemple si Les Dents de la Mer étaient fait aujourd'hui, ça donnerait En eau trouble avec Jason Statham, c'est-à-dire un truc où Un finalement peu les gens kitsch. ont payé leur dollar et ils viennent voir un requin. Et en fait Spielberg, le requin est certes là, mais ce qui est plus important, c'est le trio de personnages. Ouais. Et les trois personnages sont
hyper profond, hyper bien écrit, hyper intéressant. Et cette espèce de trio coincé sur un bateau qui à la fois sont alliés face aux monstres et en même temps opposés des fois dans leur vision de la vie ou dans leur caractère et tout ça, c'est un film incroyable. Mais moi, c'est marrant parce que c'est un peu le. C'est mon premier, ma première rencontre difficile avec Spielberg qui s'est transformée en magnifique rencontre. Je n'ai pas aimé la première fois que j'ai vu Les Dents de la Mer, qui est à peu près en même temps qu'E.T. On reviendra encore une fois sur E.T., mais j'ai un avis très bizarre sur E.T. où j'ai eu un peu de mal. J'ai eu vraiment un peu de mal sur E.T. Mais Les Dents de la Mer, la première fois que je l'ai vu, je me suis fait chier. Je ne comprenais pas. Et en fait, j'étais pas aussi fan de cinéma que je le suis à l'heure d'aujourd'hui, à regarder Ouais, la mise en scène, à vraiment m'intéresser à ce que le film va raconter plus en sous-texte, plus via sa mise en scène, que par rapport à ce qu'il me raconte frontalement. Et en fait, j'ai trouvé ça, là je l'ai revu, j'ai pris une claque monumentale parce que déjà en termes de mise en scène, et pas forcément que sur le requin, il y a des non, plans, exactement. moi il y a le plan, et c'est pareil, c'est là où j'ai pris un peu conscience d'à quel point la musique de John Williams est si importante dans les films de Steven Spielberg. Il y a un plan où il va rejoindre, il y a son fils qui est dans le lac, et dans le lac il y a le requin, enfin pas le lac, l'espèce de Oui, de l'eau, bras de mer, là. c'est Enfin, de, ça. ouais, ouais. Il va rejoindre, il va rejoindre son fils qui est là-bas, et il y a le requin qui serait là-bas. Et en fait, il y a un plan où la musique s'accélère et les pas de l'acteur principal va s'accélérer dans la foule, et il va être filmé dans la foule, et la caméra va juste faire un travelling latéral en fait, en filmant son acteur principal, quoi. Et en fait, la façon dont c'est rythmé avec la musique, la façon dont la tension monte petit à petit jusqu'à arriver à ce climax de cette scène, et ça arrive quoi? Ça arrive au bout des 30-40 premières minutes du film. Et en fait, la tension que Spielberg arrive à mettre avec juste un travelling latéral et son acteur qui marche dans une foule, et en fait il marche à contresens, donc forcément c'est des effets de mise en scène, hein, mais c'est forcément ce qui va te créer encore plus cette tension montée. La scène, moi, elle m'a, et j'en parle, je l'ai vu il y a 3 semaines, et la scène, je la décris encore parfaitement parce que elle m'a surpris. Il y a pareil la première scène qui est, je pense, la plus culte, mais la première scène d'attaque de requin, alors pas la scène d'intro, mais vraiment la scène, la scène que tout le monde connaît, où il y a le fameux plan Vertigo. Ouais, Euh, exactement, exactement. la la tension dans cette scène, elle est absolument folle, quoi. Ça marche tellement bien, c'est hyper bien rythmé, c'est vraiment une scène que je trouve être euh, être incroyable. Vraiment, c'est moi, Les Dents de la Mer, j'ai pris une énorme claque devant. C'est là, dans ce marathon Spielberg que j'ai fait, c'est le premier film où j'ai fait. Ok, c'est vraiment très très bien. C'est ok, je comprends mieux le mec, et en fait c'est son troisième film, quoi. C'est ça. Et il y a une autre scène aussi, parce que celles que tu viens d'évoquer sont incroyables. Et il y a la scène ce qu'on appelle le monologue de l'USS Indianapolis. Donc, si vous voyez les films, voilà, vous comprendrez. Et en fait, c'est un moment, il y a eu le requin est déjà apparu. On sait que le lendemain, il réattaquera. Mais quand ils sont les trois sur le bateau, il y a une scène très calme de nuit où chacun commence à se montrer ses cicatrices. Et là, il y a un peu le vieux loup de mer, donc Quint, qui raconte la tragédie de l'USS Indianapolis, comment, je ne sais plus combien, 1500 marins américains se sont fait croquer par des requins-tigres en attendant les secours, et comment lui en est venu à détester les requins à ce moment-là. Et la scène, c'est juste un mec qui parle, et c'est terrifiant. Et cette Ouais, elle séquence-là, est ouais. ça montre, voilà, tout le talent que peut avoir un metteur en scène, quoi. Et petite question, mais alors je pense que t'es trop jeune pour l'avoir vécu en live, Les Dents de la Mer à sa sortie. Ouais, non, ouais, moi je suis né en 80, il Ah est oui. sorti en 75, mais par contre, mes parents, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je l'ai vu à 6 ou 7 ans, Ok. et depuis j'ai du mal à me baigner dans la mer, évidemment, comme plein de gens. Voilà, mais c'est un film, et d'ailleurs Spielberg s'en est voulu, parce que finalement, aujourd'hui, les requins qui sont presque une espèce en voie de disparition, on rappelle qu'on en tue presque, je pense, 100 millions par an. Ouais, c'est énorme. En fait, c'est les dents de la mer qui leur a fait beaucoup de mal. Ouais, parce Euh, que en fait c'est des bêtes. J'allais dire c'est des bêtes inoffensives. Bah, Non plus, mais c'est des poissons qui ont des dents, quoi. Voilà, c'est tout. c'est ça. Puis qui attaquent que s'ils se sentent en danger, quoi. Qui n'ont pas de raison. Ou pour se nourrir, mais en tout cas, ça a donné l'imagerie du requin bête maléfique qui est dans les tréfonds de l'océan et qui n'attend qu'une chose, vous attraper les jambes. C'est ça. Et en fait, ça a fait beaucoup de mal à la faune. Donc ça, c'est un peu triste, mais sinon, le film reste incroyable. Et pour répondre, s'il y avait une question de Kylian que tu as salué tout à Ouais. l'heure, donc j'ai regardé là en parallèle, donc au box-office, le film a fait quasiment 500 millions de dollars en 75, mais si on ramène après, avec les dollars constants, etc., c'est quand même beaucoup. Je pense qu'on doit dépasser le milliard. Et C'est en France, c'est 6 millions d'entrées.
c'est pas le film le plus rentable ça a pas été le film le plus rentable du cinéma pendant très très longtemps. Ouais, Avant les Projet Blair Witch, je crois. Jusqu'à Projet exactement, Blair ouais, Witch, c'était le cas. Ouais. exactement. Ce qui est énorme, quoi. Pour son troisième film, bravo. Et si vous avez l'occasion, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a un éditeur en France qui a sorti une collection qui s'appelle Biopic, avec un K à la fin. Et en fait, c'est un peu des making-of ou des biographies, mais là, dans le cas présent, c'est un making-of en bande dessinée. Et en fait, il y a un biopic sur les coulisses des Dents de la Mer, donc raconté en bande dessinée. Et moi, je pensais tout connaître sur les Dents de la Mer. Et en fait, à chaque page, j'apprenais des trucs. Et l'ouvrage est vachement bien. Donc, vous avez l'impression de lire un making-of avec des cases et tout. C'est super bien. Et le mec s'arrête pas là parce qu'en fait il enchaîne. Alors c'est assez marrant ces deux prochains films. On va essayer d'en parler. Je voulais surtout me concentrer sur Les Dents de la Mer pour cette décennie-là parce que c'est quand même Bien sûr. le gros film de Spielberg qui est peut-être un des plus grands films de sa carrière. Mais il y a quand même deux gros morceaux. Alors il y en a un que j'aime plus que l'autre et je pense que toi ça va être l'inverse par rapport à moi. J'ai adoré 1941, mais vraiment, je trouve qu'il a alors il y a des vannes qui ont forcément mal vieilli, c'est une histoire de génération, c'est une histoire c'est des blagues qui ne sont plus possibles à l'heure actuelle et qui sont critiquables, hein, totalement. Maintenant c'est très mineur je trouve dans le film, je trouve le film extrêmement marrant, j'ai passé un moment génialissime là où Rencontre du troisième type, alors j'ai trouvé ça très bien. Je suis pas fan de SF de base. Je pense que c'est important de le noter. C'est pas un style qui me plaît à prime abord. Même si j'ai découvert plus tard dans la carrière de Spielberg que il arrivait à me séduire sur de la science-fiction qui va être un peu plus tirée vers le thriller ou qui va avoir vraiment une grosse morale politique. La Guerre des Mondes, Minority Report, qui sont des films de science-fiction que j'aime beaucoup, dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal sur Rencontre du troisième type où j'ai trouvé ça assez lent. Moi, la grosse, ce que j'aime le plus dans Rencontre du troisième type, c'est ce moment où il y a toute cette angoisse autour d'un gaz toxique où il faut s'équiper d'un masque et du coup il y a toute une histoire encore une fois des militaires qui vont venir protéger les habitants mais en fait en leur mentant pour éviter qu'ils s'approchent des ovnis quoi et je trouve cette partie très intéressante sur comment on peut mentir, comment des gens vont essayer quand même d'aller jusqu'au bout pour pouvoir voir de leurs propres yeux ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyé devant Rencontre du troisième type. Non, mais je comprends. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est quand même aussi des films tu vois, un peu d'une autre époque. Tu parlais tout à l'heure des Dents de la Mer. Moi, j'ai voulu le montrer à ma fille qui a 14 ans. Et en fait, elle s'est un peu emmerdée aussi. Elle m'a dit, bon, le film, il est un peu lent, quoi. Ouais, Donc, il y a aussi des codes de mise en scène et de visionnage qui ont changé, et c'est normal. Mais Rencontre du troisième type, c'est vraiment un film. C'est le premier film d'extraterrestre de Spielberg, parce qu'après, il est surtout connu pour E.T., qui arrivera quelques années après. Mais c'est un film qui est hyper intéressant pour tout ce que tu viens de dire, mais aussi pour il y a à la fois la fin qui est du merveilleux absolu. C'est hyper poétique, c'est hyper joli. Voilà, c'est un rapport en plus avec sa mère, si je me trompe pas, qui joue du piano ou il y a quelque chose comme ça. Les musiciennes, sa mère à Spielberg. C'est ça, exactement. Et en fait, je crois que c'était dans l'émission Actor Studio aux États-Unis où en fait, voilà, c'était un grand rendez-vous avant où il y avait le présentateur qui était un peu le grand monsieur cinéma d'Hollywood qui a interviewé des talents et tout ça. Et à un moment, il lui dit si je me trompe pas, dans votre film, en fait, on utilise la musique pour créer un contact. En fait, il y avait un truc entre comment utiliser la musique pour recréer le contact entre l'art et la science. Et comme ses parents, justement, Spielberg avait divorcé entre une mère artiste et un père, justement, plutôt dire, sérieux et cadré, scientifique, voilà, qui était parti. Et en fait, et là, Spielberg, si vous retrouvez ce moment sur YouTube, c'est assez fort parce qu'il se rend compte lui-même du message caché de son film, qui est finalement comment il essaye de renouer le dialogue avec ses parents à travers un film d'extraterrestre. Donc, c'est ce moment qui est très chouette. Je l'ai vu parce qu'on m'en a parlé, je l'avais trouvé l'extrait, il est trouvable je crois facilement, mais où Spielberg se rend compte que
pas du tout écrit comme ça, mais qu'en fait c'était la réalité. Enfin, c'est que naturellement ça s'est mis dans son cinéma. Et 1941, tu t'es comment par rapport à ce film? Alors, figure-toi que je vais pas du tout être, parce que c'est un des Spielberg les plus détestés, si ce n'est le plus Ouais, détesté. vraiment Je c'est suis pas du horrible. tout là-dedans. Par contre, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas revu. Donc, il faudrait que je rejette un œil. Mais moi, je me souviens de gags bien débiles qui m'avaient fait rire aussi. Notamment, si je me trompe pas, c'est que dedans, donc c'est un sous-marin japonais qui veut attaquer Ouais. Hollywood. Et ils se trompent de gars, ils attaquent un mec qui s'appelle Hollywood. Si je me trompe, je Oui, crois oui, qu'il y avait si, un gars. il y a quelque chose comme ça, ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans 1941, c'est que c'est rempli de références. Exactement. Il y a déjà West Side Story. Il y a toute une scène à la West Side Story où il y a un combat en pleine danse avec un bout d'un moment, il la prend pour danser. Et en fait, on sent que c'est un mannequin, que c'est pas du tout une personne, quoi. Et il l'a fait voltiger dans tous les sens. C'est hilarant. Et cette scène-là, moi, je l'ai trouvée grandiose. Je me suis dit, putain, j'ai très hâte de voir West Side Story, sachant que je les ai vus dans l'ordre chronologique. Donc West Side Story, j'avais du temps avant de voir West Side Story. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de voir ça, parce que tu sens que Spielberg, ça a été un film fondateur dans sa filmo, et que et du coup il avait ce petit film là, et il s'est dit tiens, je vais mettre une petite scène de West Side Story. Et même plus loin, il va faire une dédicace. Alors j'ai même pas fait gaffe, mais si je crois avoir vérifié, mais je crois que c'est 1 an après Carrie ou 2 ans après Carrie. Et dans le film, il y a tout un plan séquence où on va suivre élément par élément les liens qui vont amener jusqu'à c'est un espèce de bol avec un tout petit peu de liquide rouge qui n'est pas du sang et qui tombe jamais, Ah, mais et il va faire ce même plan séquence qui va suivre jusqu'à ce liquide rouge, c'est juste après le bal. Et en fait, moi, Carrie étant un de mes films, c'est clairement un de mes films préférés, Carrie ever. Hein, je trouve ce film absolument génial. Je me suis dit ouais, mais, en fait, le mec il cite, il s'amuse, et je trouve que 1941, moi en tout cas avec du recul, ça a été un plaisir parce que je trouve que le mec s'éclate. Le mec est heureux. On voit que le réalisateur derrière est trop content de faire limite, des fois c'est du burlesque, quoi. Ça n'a aucun sens. La maison à la fin, elle se fait complètement détruire. Mais ça marche en fait. 1941, moi j'ai trouvé ça vraiment super que ça soit. En plus, je crois que ça a été un tournage qui a été très compliqué parce que l'acteur principal, mais qui est là 15 minutes, mais qui devait pas être là, enfin qui est même pas l'acteur principal, mais le pilote d'avion. Devait être beaucoup moins là dans le film, et en fait ils l'ont vu qu'il était très marrant, qu'il avait un côté très gaguesque, et ils l'ont beaucoup plus mis dans le film. En fait il venait tout le temps alcoolisé, il se battait avec tout le monde, c'était un enfer sur le tournage de ce que j'ai pu oui, lire. c'est John Bellucci, c'est ça? Ouais, je crois, oui, c'est ça, et c'est celui Ouais, qui est toujours dans qui l'avion. a mal fini malheureusement après. Ouais. Ouais, j'ai cru comprendre, je connaissais pas du tout cet acteur de base, mais ouais, non, c'était très intéressant, vraiment. 1941, laissez-lui sa chance. Ouais, vraiment, Malgré ouais. toutes les critiques. Quand j'ai vu toutes les critiques négatives, je me suis dit mais comment Et moi je trouve Spielberg, et on le reverra plus tard dans sa carrière, mais je le trouve très marrant. Je le trouve pour plein de choses, même Arrête-moi si tu peux, j'ai trouvé ça extrêmement marrant. Enfin, il y a des films où on ressent vraiment cette patte là. Et pour terminer sur les années 70 de Spielberg, moi il y a un dernier petit truc que j'ai à dire, c'est que j'ai trouvé, et c'est quelque chose que je vais retrouver dans les années 80, mais qui va s'atténuer, je pense, je trouve, avec l'arrivée d'Indiana Jones et tout ça. C'est que je trouve que ces films, généralement, se coupent bien en deux, avec une première partie qui est généralement assez chiante, de mon côté, assez jeune, assez, pas chiante, mais assez longue. Il Ouais, faut démarrer. d'exposition, quoi. Et Ouais. voilà, c'est ça. Mais vraiment, il l'expose bien en très très long. Et ça peut être un peu... on est vite perdu, en fait, on n'accroche pas trop au film au tout début, et après on a une seconde partie qui est vraiment très intéressante. Et je trouve qu'on a ce cas dans Duel, qu'on a ce cas dans Les Dents de la Mer, qu'on a ce cas dans Rencontre du troisième type, un peu moins dans 1941 qui est plus sketch, malgré que ça soit un film avec une histoire, mais ça fait très sketch 1, sketch 2, sketch 3, et du coup Ouais, on n'a pas exactement. on a moins ce côté-là, mais je trouve que ça se sent quand même un peu. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur cette décennie 1970? Non, rendez-vous dans les années 80. Eh ben, allons-y directement. Et voilà, je suis très fier de mes visuels. Vraiment, Non, non, j'aime beaucoup ce que c'est j'ai chouette ce que fait. t'as fait. J'ai essayé de faire des choses plutôt jolies. N'hésitez pas, hein, dans le chat à nous dire ce que vous avez pensé, vous, de cette décennie-là, des films dont on parle. Les années 1980 sont un peu plus complexes. Il y a un peu plus de choses, dont mes films préférés de la carrière de Spielberg. Alors, il y a mon film ever préféré qui est La Liste de Schindler. J'en parle tout le temps. La Liste de Schindler, c'est un film qui m'a. Je l'ai revu en plus il y a pas longtemps, et c'est vraiment un film qui m'a
qui m'a énormément touché et qui a été très important dans ma cinéphilie. Et ici, on a une grosse décennie pour Spielberg, peut-être une de ses meilleures avec la décennie 90, et une décennie où il touche un peu à tout. Il y a toute la trilogie, donc Indiana Jones, qui est dans ces décennies-là, Indiana Jones 1, Indiana Jones 2 et Indiana Jones 3. On va On avoir... rappelle que Indiana Jones n'est qu'une trilogie. On rappelle qu'il n'y a pas de 4 Il et n'y a 5. pas de 4. Le 4, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, comme ça, on n'en parlera pas. Et le 5, oui, encore moins. Hein. Mais pour Indiana Jones, voilà, c'est quand même hyper intéressant. Je dis peut-être des bêtises, mais il y avait beaucoup de sagas à cette époque-là. Beaucoup moins que Non, maintenant, c'est c'est sûr. vraiment. Non, non, parce que déjà, en plus, c'est co-imaginé avec George Lucas. Ouais. Pour contrer Euh, James Bond, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, Spielberg rêvait de faire un James Bond. Souvent, James Bond était plutôt donné à des réals britanniques. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'inventer son propre James Bond. Et donc, en fait, c'était juste après le succès du premier Star Wars. Lucas, qui est un peu essoré par la production qui a été complexe, part en vacances à Hawaï avec lui. Et les deux, en fait, en discutant sur la plage, ont l'idée de la même manière que Star Wars revisitait les serials de science-fiction de leur enfance, ils se disent ça serait trop bien de revisiter les serials d'aventure de notre enfance. Parce qu'en fait, et c'est là qu'on se rend compte, de là aujourd'hui, on dit on refait tout le temps la même chose, mais finalement, eux aussi, ils faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils C'est une refont boucle, ce hein, qu'ils de ont toute aimé façon. jeunes. Ouais. Voilà, la culture, c'est toujours ça se nourrit de ce qu'on a vu avant. Et bref, ils inventent cet archéologue qui devient juste l'aventurier ultime, c'est-à-dire que le truc, tu vois, 1981, ça commence à remonter maintenant. On n'a toujours pas réussi à faire un truc aussi bien dans l'aventure que Indiana Jones. Et pourtant, il y en a eu des tentatives. Il y a eu Benjamin Gates, Lara Croft, il y a eu plein de, même Uncharted ou autres, et des trucs plutôt sympas, mais jamais un truc du niveau d'Indy. Moi, c'est assez fou. J'ai pris un peu, enfin, j'ai vraiment adoré Indiana Jones. Le premier. Bon, alors, j'ai un avis très spécial, mais c'est là où ça va être hyper intéressant. J'aime beaucoup le premier Indiana Jones, que je trouve être pour moi le meilleur, avec des scènes, par exemple de l'avion, l'hélicoptère, l'avion, que je trouve être une scène absolument géniale, et où dans ce film un peu familial, d'un coup t'as un truc gore et t'es en mode ok, ok, moi ça m'a un peu surpris parce que quand je l'ai vu, tout est plutôt familial. Bon, c'est quand même un film qui parle de... Alors, il faut faire attention, je te préviens, comme ça au moins. Il faut pas dire le mot en haine. Autrement, on risque de se faire Tout à ban. fait, bien sûr, Voilà. mais on va les Mais appeler les meilleurs ennemis d'Indiana Jones. c'est ça. Mais il y a toute cette scène. Ok, il y a ces méchants-là qui sont des méchants absolument horribles. Là-dessus, on est d'accord. Mais tout est plutôt enfantin. Tout est plutôt très familial. Et d'un coup, il y a cette scène où il y a juste du sang qui gicle partout et t'es en mode... Ok, bon bah j'aime bien. Et après ça part, en plus c'est juste après cette scène où ça part sur une scène Mad Max de, je dirais bien 20 minutes de course-poursuite absolument fantastique. Et je suis persuadé que Spielberg a vu ce que son pote avait fait quelques années auparavant en Australie avec très très peu d'argent. Il s'est dit, même s'il avait déjà fait ça avec Duel, mais il y a beaucoup plus de mouvement dans la scène de Indiana Jones. Et la scène est absolument géniale. Moi j'ai adoré ce que j'ai vu. Le 2, je le déteste, voilà. Le 2, je suis désolé, moi je trouve qu'il a très mal Lui vieilli. aussi. Je crois que lui Oui, aussi. il l'aime pas du tout. Ouais, de ce que j'ai vu, il le déshérite un peu celui-ci. Moi, je le trouve. Enfin, là, je suis obligé de le regarder avec un regard comment on peut dire ça, assez actuel. Et c'est déjà le premier, le personnage féminin n'était pas le plus intéressant, le mieux écrit. Mais alors le deuxième, c'est une catastrophe et ça devient même saoulant. Dès qu'on parle de diamant, la meuf, elle pense qu'à ça. Elle est en mode un diamant, elle en a rien à foutre de ce qui se passe à côté. Je trouve que le film va. En fait, c'est un film. En fait, il y a un peu comment dire, une explication à ça. C'est pas Oui, pour donner des excuses, hein, oui, mais non, mais c'est un bien sûr. film extrêmement misogyne. Et en fait, c'est notamment Spielberg était en plein divorce à ce moment-là. Et en fait, il a mis toute la noirceur qu'il pouvait avoir de son ressentiment de l'époque dans le personnage féminin. Et je pense que depuis, il s'en est rendu compte. Après, pour la petite histoire qui est jolie, c'est qu'il a fini par épouser l'actrice principale, Oui, c'est vrai. Kate Capshaw, qui est toujours sa femme. Donc ça, c'est joli. Mais c'est vrai que c'est un film qui est compliqué à voir de ce point de vue-là. Par contre, moi, pour avoir grandi dans les années 80, Le Temple Maudit, c'était juste le film à voir, quoi. Et C'était un film incroyable dans les années 80. non, mais je peux comprendre. En plus, surtout, il y a un petit côté roller coaster. Le film s'arrête jamais. C'est. C'est ça, ouais, ouais. Et puis, tu as l'impression Et- d'être dans bas. D'ailleurs, c'est finalement à Disneyland Paris, c'est celui-là qu'ils ont adapté ouais, avec c'est justement compréhensible. Ouais. les rails et tout ça, la poursuite dans le petit train et tout. En fait, quand tu es un gamin, tu dis il y a un peu de gore avec l'arrachage de cœur,
il y a la scène du repas avec la cervelle de singe et tout ça, il y a les insectes, il y a les passages secrets, il y a les combats sur le pont, il y a les crocodiles, enfin c'est l'aventure avec un grand A, quoi. C'est Et vraiment là où, alors moi j'adore évidemment les aventures de l'Arche perdue, mais c'était un peu moins aventure, j'ai l'impression. Et oui, là, c'est par contre, beaucoup ouais, plus. il y a un truc, Il y a une trame et on va sur la trame, quoi. C'est beaucoup moins. Le c'est 2 ça, il y a ouais, ouais. vraiment ce côté, on va à gauche, on va à droite, on fait ça, et effectivement, qui permettent ce côté aventure. À savoir que j'ai une autre critique sur le 2 à faire aussi, que je trouvais aussi important de remettre un peu en, de remettre en perspective à l'heure actuelle. C'est un film qui, en plus de ça, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu à certains endroits. J'en parlerai quand on parlera d'Amistad. Alors là, c'est vraiment le cinéma le moins connu de Spielberg, mais j'ai un peu ce même problème avec Amistad où j'aime bien tout le film, et je trouve qu'à la fin, et je trouve que c'est le gros problème de ce deuxième Indiana Jones, il y a un peu le syndrome du sauveur blanc, où il y a vraiment ce Ouais, aussi, côté ouais, c'est vrai. Indiana Jones a sauvé la petite ville pauvre qui n'était pas capable, enfin bien sûr la ville qui n'est pas américaine, qui n'était pas capable de se sauver elle-même. Et je trouve que c'est quelque chose qui se sent énormément dans le Temple maudit. Et alors, il est lié aussi dans le premier, il est lié aussi dans le troisième, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Et là, vraiment à la fin, en plus, Spielberg adore mettre sa religion, enfin, pas sa religion, filmer la religion et filmer ces personnages comme des personnes saintes un peu. Et il y a vraiment cette scène à la fin où on a Indiana Jones debout avec tout le village autour de lui, qui sont généralement les enfants qui viennent le prendre dans les bras, un peu comme une figure mystique, un peu comme le Christ, quoi. Et ça fait vraiment encore plus sauveur blanc. Et c'est vrai que c'est un truc, moi, à l'heure actuelle, en le regardant avec les yeux de quelqu'un d'aujourd'hui, quoi, je me dis, ah ok, c'est vrai que bah il y a aussi ça, et c'est pas pour ça que ça en fait un mauvais film, mais c'est vrai que j'ai pas été emballé, contrairement au 3, Non, non, qui est génial. bien sûr. Et juste avant oui, que tu parles du 3, c'est aussi, je pense qu'il faut aussi remettre, comme tu dis déjà, remettre dans le contexte. Et il y a aussi que je pense qu'à infuser dans le film, au-delà de son amour des céréales, il avait un vrai amour pour Tintin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait Oui, Tintin plus tard. Et dans Tintin, il y a vraiment ça aussi. oui, Et il y a ce truc il de y a sauveur vraiment blanc, oui. ce truc-là très colonialiste. On arrive en tant que sauveur blanc et machin. Et je pense que ça a un peu infusé dans ce Indiana Jones-là en particulier. Mais ce qui est très marrant, c'est que je vais parler du troisième Indiana Jones, et après on reviendra sur les autres films indépendants. Mais juste, on en reparlera juste après. Mais la couleur pourpre arrive 2 ans après. L'Indiana Jones hyper sexy, hyper. Alors que la couleur pourpre, c'est tout l'inverse. C'est un film, je trouve, Exactement. enfin, qui parle de l'esclavage, mais qui en parle pas négativement. Et du coup, ça fait un. Et en plus, ça parle de femmes, quoi. C'est l'histoire de 2 femmes. Et du coup, ça fait un rééquilibrage. Et même dans le reste de son cinéma, on va plus le voir à critiquer les US et surtout la politique US ou l'armée US, plutôt que les mettre en avant comme il fait dans ce Indiana Jones 2. Donc, bon, bah voilà, ça arrive. C'est des erreurs de parcours, ça arrive. Mais ouais, Indiana Jones 3, pour parler tout vite de celui-ci, moi c'est Indiana Jones que j'aime beaucoup, par contre, parce que je trouve c'est le plus personnel. C'est le plus personnel, c'est celui où on va parler de la relation familiale, là où dans le 1 il y a une scène en dehors de son aventure, il y a une scène où il est à l'école et où on l'appelle pour lui dire bah, il faut que tu retrouves ça. Je trouve que le 3 va être pour moi le plus intéressant sur le développement du personnage de Indy, et le 3 je trouve que c'est une magnifique conclusion à cette trilogie, quoi. Je trouve qu'il Ah, conclut parfaitement la trilogie. tu ne peux, enfin, moi, vraiment, je pourrais parler des heures du 3. Alors, il faut savoir pour l'anecdote que je crois que c'est Quentin Tarantino déteste Indiana Jones 3. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Moi, c'est vraiment mon préféré des 3. Peut-être aussi parce que moi, j'ai le souvenir, tu vois, bon, j'ai vu des films au cinéma avant, mais là, j'avais 9 ans. C'est le premier vrai souvenir de cinéma que j'ai d'y être allé avec mon père, avec mon frère. Donc, j'ai un vrai déjà truc affectif avec ce film. Et surtout, je trouve que tout est parfait, tout est à sa place. Comme tu dis, il y a l'aventure, mais il y a la relation familiale, il y a le fait de prendre Sean Connery pour faire. Quand ils ont choisi, ils ont fait qui peut être le père d'Indiana Jones, bah forcément James Bond, C'était et une tu fais bah évidence, ouais, bah oui. forcément, ça marche bien. La quête du Graal, qui est juste le truc ultime, le prologue avec River Phoenix, où tu comprends pourquoi il a peur des serpents, pourquoi il utilise un fouet, pourquoi il a une cicatrice. Tout est génial. Mais vraiment, pour moi, c'est un divertissement parfait. Ah, Il n'y en a c'est pas beaucoup. Tu vois, il y a Retour vers le futur, c'est un film parfait. Indiana Jones 3, pour moi, ça fait partie des films parfaits, quoi.
Ouais, non, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, je pense préférer le premier. Parce que pareil, le premier, en fait, j'ai eu la surprise. J'ai toujours connu encore une fois, dans cette culture populaire, j'ai toujours connu Indiana Jones, mais jamais en tant que film, hein, jamais en tant que la photo d'Indiana Jones, c'est les clips que on peut voir sur les réseaux sociaux passer, mais je n'ai jamais vu le film. Et de le voir, j'étais en mode ah ok, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment très 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 bien. Et le premier m'a laissé un vrai goût très positif. Là où aussi il faut prendre en compte que je les ai vus chronologiquement. J'étais à un film de Spielberg par jour. Juste avant, je venais de m'enchaîner La couleur pourpre et Empire of the Sun, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre de la carrière de Spielberg. Donc en fait, très rapidement, je me suis retrouvé. Il est arrivé là. Je l'ai pas autant apprécié que les deux autres que j'avais vu juste avant. Quand je parle des deux autres, c'est La couleur pourpre et Empire of the Sun. Mais c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, malgré que j'ai préféré le premier. Je te laisserai parler de E.T. et je rebondirai juste après sur mon avis sur E.T. Ouais, non, bah, E.T., pareil, on pourra en parler des heures. Juste faire rapidement. Là, c'est ouais, c'est le merveilleux au sens ultime du terme. Film d'extraterrestre, mais qui justement prend l'inverse du film d'invasion extraterrestre. On est plutôt voilà, dans un film hyper touchant, hyper tendre, dans lequel, je pense, on sent vraiment beaucoup le thème de la famille dont tu parlais. Ouais. Parce que pareil, c'est quand même déjà, c'est un film filmé à hauteur d'enfant. Ce qui est hyper intéressant dans E.T., c'est que la caméra est vraiment basse. Les adultes n'ont pas de visage, à part la mère de E.T. et le personnage un peu du scientifique qui, à un moment, se mêle au récit. Mais sinon, en fait, c'est vraiment voilà, la manière dont les enfants et dont le jeune Elliot perçoivent le monde. Et donc, au-delà du film d'extraterrestre, il y a un vrai truc très, 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 très humain et très, très enfantin. Et au-delà de ça, voilà, c'est une histoire d'amitié incroyable. C'est sublime. Je sais il le montre dans les écoles, moi, mais ils l'ont montré à mes enfants vachement jeunes, et du coup, tous les enfants sortaient en larmes. C'est peut-être un peu tôt. Et en même temps, c'est des belles larmes souvent, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui est à la fois sur l'amitié, sur la séparation, sur la mort, même si après, il y a de la résurrection et tout ça. Mais il y a plein de belles émotions humaines qui traversent le film. Et c'est vraiment le Spielberg au sens merveilleux. Et c'est pour ça que le film est devenu tellement emblématique et fondateur dans sa filmographie, quoi. C'est que c'est le mec qui a fait E.T., quoi. Ouais. Non, mais E.T., c'est peut-être un des plus gros succès. Enfin, en tout cas, on parle de Spielberg, on parle de E.T. généralement. Les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park. Je pense que c'est vraiment les trois films qui le résument au mieux. Et alors, moi, je vais être honnête, je l'ai découvert il y a 2-3 ans. En fait, je l'ai découvert un peu dans la même logique que Les Dents de la Mer. Je l'ai découvert, je pense, à peu près en même temps. Et j'étais en mode, ah, ça me fait chier un peu. Non, mais c'est un peu long. Et en fait, le problème de E.T., et je pense que je l'aurais revu, j'aurais eu le même avis que j'ai eu avec Les Dents de la Mer. J'ai juste pas eu le temps, il fallait faire des choix, et malheureusement, E.T. N'était pas dans mes revisionnages, et j'aurais dû. Mais je sais que c'est un film que je vais revoir prochainement parce que j'ai envie de comprendre, et je l'ai eu avec Les Dents de la Mer. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas avec E.T., mais des fois il y a aussi un moment où on va regarder tel film, un moment où du coup on regarde pas le film au bon moment dans notre vie ou même dans la journée, et qui fait que du coup on apprécie un peu moins des films. Je pense que E.T. c'est clairement ça. Je pense que je vais aimer. Je fais que de revoir des images d'E.T. sur les réseaux et je suis en mode putain, c'est génial, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est trop mignon, et il faut vraiment que je le revoie. Mais c'est un film c'est un film qui au début, du coup, quand je l'ai vu, m'a fait questionner sur pourquoi j'aime pas le cinéma de Spielberg. Et en fait, d'après ce que je pensais, hein, j'avais vu Les Dents de la Mer et E.T., mais pourquoi ces deux films qui sont censés être majeurs dans la carrière de Spielberg, je suis pas si fan de ça. Et en fait, c'est un débat que j'ai eu avec moi-même quand je suis arrivé au niveau de Jurassic Park. Pas que j'aime pas Jurassic Park, mais Jurassic Park, je ne suis pas touché. Et en fait, moi, c'est un peu ce que je me suis rendu compte, c'est je les ai découverts à 20 ans. Tout ça, c'est des trucs que j'ai découverts à 18-20 Oui, ans. alors que c'est des films qu'il faut voir enfant, en fait. C'est ça. Et quand tu parlais qu'ils ont montré ça à l'école de tes enfants, putain, j'aurais aimé voir E.T. à l'école. Et je pense que j'aurais kiffé. Parce que c'est des films d'enfants, c'est des films. Et c'est là où peut-être moi j'ai mon petit problème avec E.T., c'est que je l'ai aussi pas vu à la bonne période. Et ça doit jouer. Honnêtement, ça doit jouer. Et je trouve ça. C'est dommage pour moi, mais j'espère un jour redonner la chance à E.T. et redécouvrir ça. Et c'est là aussi où le cinéma de Spielberg est super joli. C'est qu'il y en a pour tout le monde. E.T. pour les enfants, et moi je vais parler d'un film qui m'a vraiment beaucoup touché pour le coup, au point où j'ai chialé mes morts tout le long du film. C'était très compliqué. La couleur pourpre.
La couleur Ouais, tout à fait. pourpre, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça dure 2h30, je crois. J'ai pas vu Ouais, le temps c'est passer. un long film et c'est dur, hein, Ouais, c'est un film dur. c'est un film que je trouve être absolument génial sur l'Amérique de l'après-esclavage, sur comment le patriarcat de ces années-là ont repris ce qui s'est passé avec les esclavagistes pour le rentrer dans leur foyer et même des fois malheureusement le reproduire un peu comme cette histoire. On connaît tous enfin pas ces légendes, mais on dit généralement si ton père te tapait, bah généralement t'as tendance à refaire la même chose, ou à l'inverse, être totalement contre. Et bah il y a un peu ce truc là de on reproduit ce qu'on a vu. Et Mhm. malheureusement, bah, qui prend dans ces genres de situations, bah, c'est les femmes. Et c'est un film que je trouve être magnifique sur. Et c'est là où c'est fou. C'est un peu avec Empire of the Sun aussi où je trouve que je peux faire la comparaison. C'est des films qui sont qui sont horribles dans le discours, dans ce que ça raconte, dans ce qu'on va. Il y a quand même un bout d'un moment la bombe, enfin l'attaque nucléaire qui est représentée dans Empire of the Sun. C'est quelque chose d'horrible dans l'histoire du monde. Et pourtant, c'est des films que je trouve être tellement poétiques. J'ai vu La couleur pourpre, j'ai pas eu l'impression que ça m'ait roulé dessus négativement. J'ai eu l'impression que ça m'est roulé dessus comme waouh, ça fait du bien de voir un film aussi fort. Moi, il y a une scène et en fait, c'est là où je me suis dit, et vraiment, c'est après ces deux films-là où je me suis dit, c'est un des plus grands réalisateurs au monde. Sincèrement, c'est peut-être le plus grand. Et il y a des scènes dans La couleur pourpre ou des trucs tout cons où il y a un bout d'un moment, il y a une femme qui va s'en prendre à la mère, au maire et à sa femme, parce qu'ils vont parler de ses enfants un peu comme s'ils voulaient un peu comme si ils voulaient retourner à l'esclavage avec les enfants quoi. Et en fait, il y a ce truc où elle s'énerve, elle les tape, elle va en prison et pour sortir de prison, elle lui propose de devenir malheureusement un peu son esclave. C'est pas dit dans les termes comme ça, mais c'est clairement comme ça que c'est représenté. Et en fait, elle va rentrer pour Noël à la maison et elle ne va jamais parler avec son mari. Elle va parler avec ses enfants, mais elle ne va jamais parler avec son mari. Elle va monter les marches de l'escalier de sa maison qui a un taudis en plus. Hein, vraiment, c'est vraiment le côté pauvre malheureusement de l'après esclavagisme, enfin aux USA. Et en fait, elle va juste poser la main sur la main de son mari, sur le poteau, en montant les escaliers. Et c'est le seul contact. Mais ils ont un regard, il y a tout un truc, toute la mise en scène, la musique en même temps, le regard entre le mari et cette femme. Tout est absolument génial, tout est absolument incroyablement mis en scène. Moi, rien qu'en repensant à cette scène, j'ai juste envie de chialer parce que j'ai trouvé ça absolument génial. La couleur pourpre, vraiment, c'est ma plus grosse découverte de ce marathon. Moi, et c'est fou, je trouve ça fou qu'on en parle jamais. Oui, c'est vrai, non, c'est très, très juste et t'en as très bien parlé, donc je ne vais pas forcément rajouter. Moi, je préfère cette version-là à la version plus récente. Oui, c'est vrai qu'il y a une Euh, version un peu plus récente qui est sortie dernièrement. il y a une réadaptation voilà, qui a été faite. Et, non, et juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, parce que Spielberg, en tant que réalisateur, effectivement, je pense que c'est le plus grand aussi. Et peut-être, contrairement à d'autres, il n'a pas de style particulier. C'est-à-dire que quand on voit un film de Nolan ou un film je sais pas, de Anderson ou machin, on fait ah oui, ça c'est du Wes Anderson ou ça c'est du Nolan, c'est du Villeneuve. Spielberg, il n'y a pas de truc Spielberg, mais par contre, c'est un mec qui sait tout le temps comment te raconter l'histoire au mieux. Et je ne sais pas comment il fait ça. Et je ne sais pas si le dieu du cinéma est venu sur son berceau et lui a tout transmis. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est un mec, voilà, il sait comment raconter une histoire. Mais Et je trouve ça voilà, incroyable. et c'est fou parce que dans la couleur pourpre, en fait, il y a pas 1% de gras quoi. C'est Ouais, tout est enfin ça dure 2h30, il n'y a pas de gras, tout est important. Il y a toute une scène de repas à un bout d'un moment qui est extrêmement forte, extrêmement puissante avec enfin cette femme qui au bout de 2 heures parce qu'en fait on le subit le film, ça fait 2 heures qu'elle se fait marcher dessus. Ça fait 2 heures que cette pauvre dame n'arrive pas à s'en sortir de ce patriarcat, de cet homme là qui la contrôle bêtement alors que elle est libre. C'est tout le message du film, c'est une femme libre. Et je trouve ça d'une beauté, à quel point elle se libère, à quel point tout s'arrange dans sa vie, à quel point cette fin est magnifique. Enfin, c'est un film vraiment grandiose. Si vous n'avez pas vu La couleur pourpre, foncez le voir, quoi. Pour moi, c'est dans les chefs-d'œuvre du cinéma global. Hein. Je pense que ça a rejoint facilement mon top 10 de mes films ever. Hein. C'est un film que j'ai trouvé absolument, absolument génial. Et après ça, j'enchaîne avec Empire of the Sun et je suis en mode, mais c'est incroyable. J'ai Empire of the Sun.
c'est beaucoup plus poétique. En fait, je trouve que c'est fou parce que je trouve que ça se répond hyper bien avec la couleur pourpre. Dans le sens où la couleur pourpre, on va te montrer des choses très très brutes. On va te montrer des scènes d'agression très brutales, très frontales, où clairement, on sent que cette personne n'a pas envie de faire ce qu'elle fait actuellement, et c'est des scènes d'agression sexuelle, hein, clairement. Ça va être très brutal, on va la voir se faire frapper, c'est très brutal, c'est très visuel. Empire of the Sun, c'est comme E.T., la vision d'un enfant. Cette guerre qui en plus de ça, moi que je connaissais pas, enfin je connaissais la guerre bien sûr, mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre de camp qui était mis en place au Japon et en Chine pour les personnes qui incroyable de comment il va raconter cette magnifique histoire. Alors cette histoire tragique mais magnifique de cet enfant via les yeux du coup d'un enfant, où on va avoir des morts en arrière-plan, où on va en fait, et c'est tout ça, c'est Empire of the Sun, c'est cette façon de raconter l'horrible via le regard d'un enfant. Ils rendent tout ça poétique. Il y a toute cette histoire autour de la bombe. À chaque fois je confonds. Hiroshima, c'est ça? Ouais, c'est ça, la bombe H. Je confonds toujours avec Hiroshima Il y a eu et Hiroshima et ensuite Nagasaki. et ouais, mais l'endroit où il y a eu la centrale qui a explosé. Ah, Fukushima. Fukushima, voilà, je confonds toujours les deux parce que ça j'ai connu Fukushima, mais mais du coup j'ai connu, j'étais né quand c'est arrivé. Et c'est cette bombe d'Hiroshima, elle est représentée dans le film, j'en dirai pas plus pour éviter les gros spoils, mais elle est représentée comme une âme qui part au ciel. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode waouh, ok, bravo quoi, enfin c'est d'une alors c'est horrible parce que c'est des milliers de morts, mais en fait de la façon de raconter ces milliers de morts dans le cinéma avec cette mise en abîme et cette façon de représenter par la mise en scène, par des dialogues, moi j'ai trouvé ça incroyable, Empire of the Sun. Ouais, non, c'était. Et puis surtout, il faut rappeler au passage, voilà, beaucoup de gens qui ont découvert Christian Bale peut-être avec la trilogie Batman, que bah, avant d'être Batman, en fait, il y a Spielberg qui découvre ce jeune acteur dans Empire of the Sun. Et je crois que je sais plus s'il avait 12 ou 14 ans. Et en fait, on voit déjà que le mec crève l'écran et a un talent fou, mais magnifié par Spielberg de la même manière qu'il avait découvert Drew Barrymore. Et on oublie des fois aussi que c'est un grand découvreur de talent, quand même. Et là, et Christian Bale, ce qu'il fait dans le film, c'est super. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point le mec fait 3 blockbusters. Parce que du coup, on est sur. Et encore, hein, si on repart un peu plus dans les années 70, il avait encore des blockbusters, mais le mec enchaîne des grosses productions. Et là, d'un coup, sort des films Ouais, d'auteur, quoi. C'est des films d'auteur, les deux là, quoi. Alors qu'ils reprennent. Alors, film d'auteur, normalement, c'est. La vraie définition, c'est 100% fait par le réalisateur, c'est-à-dire écrire histoire originale du réalisateur. Bon, là, c'est des adaptations. Je sais plus pour Empire of the Sun s'il y a une adaptation. Si, ouais, c'est une adaptation d'un roman. Ouais. Mais vous voyez dans le sens auteur, dans le langage courant qu'on utilise, quoi. Mais c'est des vrais films d'auteur hyper intéressants et vraiment des gros films de sa carrière. Est-ce que tu as vu Always? Ouais, Always, bon, on peut en parler très rapidement parce que ça fait laisse vraiment partie un peu des Spielberg un peu mineurs. Mais non, c'est juste que voilà, c'est un petit film assez joli, une histoire de fantôme. Si en tout cas, si vous voulez connaître mieux Spielberg, c'est intéressant à regarder dans le sens où c'est une sorte de remake d'un film qu'il adorait enfant, qu'il regardait en boucle. Et en fait, donc il a juste transposé ça. Donc le film original se passait dans le milieu des pilotes de guerre, Ouais. et là ça se passe dans le milieu des pilotes de Canadair, donc plutôt les pompiers qui éteignent les feux avec leurs avions. Et en fait, c'est un pilote qui va mourir, mais en fait, il va pas disparaître, il va être là un peu en tant que fantôme et ange gardien. Et en fait, il va être l'ange gardien d'un nouveau pompier qui en fait va séduire la femme que lui a laissée sur Terre. Et en fait, c'est une jolie histoire de comment tu laisses les gens que tu as laissés derrière continuer leur vie sans toi. Et donc voilà, donc c'est pas le plus grand Spielberg, mais c'est un joli film et qui a la particularité d'être le tout dernier film de Audrey Hepburn que Spielberg avait fait sortir de sa retraite et qui joue une sorte de chef ange gardien, on pourrait dire ça comme ça un peu. Et c'est chouette de voir, de se dire Audrey Hepburn a tourné pour Spielberg, c'est une belle, c'est un beau truc quoi. Oui, ben tu me l'as bien vendu en tout cas, j'ai envie de le voir. J'ai envie de découvrir ça, c'est toujours. De toute façon, même le cinéma mineur de Spielberg est hyper intéressant, donc c'est là où je trouve qu'il est très très fort. Il y a quelqu'un qui a dire qu'il produit en même temps le Gremlins, les Goonies, Retour vers le futur, Roger Rabbit. Ouais, c'est ça. Moi, je tiens juste à préciser en plus de ça, quand il fait E.T., parce que là du coup on va faire on a terminé pour les années 80, mais quand il fait E.T., en même temps, il est en train de réaliser, alors je dis bien réaliser entre gros guillemets, Poltergeist,
qui est Oui. en fait réalisé par Toby Hooper, mais Toby Hooper est quasiment pas présent. Enfin, c'est compliqué. Je crois que c'est la période d'addiction de Toby Hooper à ce moment-là. Et Ouais, non, Spielberg c'est un réalise. tournage, ouais, tournage compliqué. Donc, oui, on ne sait jamais combien du film ont été faits, mais une partie, en tout cas, a été faite par Spielberg de Poltergeist. Il a fait à ce moment-là aussi La quatrième dimension, le film. Il a fait un des Ouais, sketchs, si Twilight je ne me Zone. trompe pas. Voilà, Twilight Zone. Je pense qu'il a dû faire un épisode de Histoire fantastique aussi. Et puis, Il est effectivement, partout. le mec, il est sur les plus grosses productions de films cultes, en tout cas qui sont devenus cultes par la suite. Donc, c'est effectivement, comme tu disais, il a un film à peu près tous les 2 ans. Ouais. Mais pendant les 2 ans entre les films, il est très, très, très occupé, le monsieur. Et est-ce qu'on sait, parce que je pense, alors je m'attaque à quelque chose qui est peut-être que je connais peut-être pas trop comme sujet, et là c'est là où peut-être ton expertise va pouvoir m'aider. Producteurs, il y a clairement des producteurs qui donnent de la thune et qui s'en foutent de ce qui se passe. Je pense pas me tromper en disant ça. Et il y a des producteurs qui vont être beaucoup plus investis dans ce qui se passe. Ouais, non, non, lui, c'est vraiment un producteur. Alors, après, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des fois, quand vous voyez au générique d'un film, vous dites, oh, tiens, c'est produit par Spielberg, par Scorsese, par Bidule. C'est que des fois, en fait, ils ont eu les droits pendant très longtemps. Et puis, il y a quelqu'un finalement qui fait le film à leur place. Mais en fait, contractuellement, ils apparaissent au générique, mais ils n'ont pas beaucoup participé. Mais à cette époque-là, quand il produit Retour vers le futur ou des choses comme ça, le mec, il est impliqué. D'ailleurs, on voit souvent des photos de tournage où on le voit, lui, sur le tournage et tout ça. Et en fait, il a les mains dans le développement. Et il y a même, je pense, c'est des fois des moments où en fait, au départ, c'est peut-être des films qui sont pour lui. Et puis en fait, en le lisant, il fait non, moi, j'arriverai pas à le rendre bien. Par contre, Zemeckis le fera mieux que moi ou machin ou des trucs comme ça. Par exemple, pendant longtemps, il devait faire Les Nerfs à vif que Scorsese a fait en 91. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver la porte d'entrée du film. Et à un moment, il a dit à Scorsese, je pense que c'est pour toi. Et effectivement, Scorsese, quand il fait Les Nerfs à vif, c'est incroyable, quoi. Donc en fait, voilà, c'est quand même quelqu'un de très impliqué, mais qui sait quelles histoires sont pour lui et quelles histoires sont pour les autres. Et donc, dans quel cas il doit être celui qui raconte l'histoire et dans quel cas il doit être celui qui accompagne celui qui va raconter l'histoire. Parce que souvent, on pense qu'un producteur, c'est juste celui qui fait le chèque. Ça, Ouais. c'est plutôt le studio. Le producteur, c'est celui qui va donner au réalisateur tous les éléments dont il a besoin pour raconter son histoire. Et donc, en fait, et Spielberg, en plus, à ce moment-là, il est. Ben voilà, quand tu vois la décennie là qu'on vient de passer, le mec, il est au sommet. Ouais. Donc, en fait, il utilise aussi cette place à Hollywood pour pouvoir aider des cinéastes à monter leur projet, quoi. Ok. Et j'en profite du coup pour rebondir là-dessus et passer dans les années 90. Mais tu parlais de cette histoire de des fois il ne se sent pas apte à réaliser un film. C'est un peu ce qui allait se passer avec la liste de Schindler, où il y avait eu tout ce débat au début, Ouais. où il voulait pas réaliser la liste de Schindler. Il a d'abord été voir, je crois, Polanski, en lui demandant de réaliser la liste de Schindler, mais Polanski, je crois, par rapport à sa mère qui était décédée dans les camps, si je ne veux pas dire de bêtises, où il y avait eu tout un truc comme ça, je crois, ou en tout cas, et ça touchait trop, c'était trop personnel pour Polanski. Ouais, et puis c'est des sujets qui sont tellement énormes et écrasants qu'au bout d'un moment, Ouais, c'est ça. tu- Et je crois qu'il l'avait proposé. Je sais plus c'était à quel autre réalisateur qu'il avait proposé, mais pareil qu'il avait décliné parce que beaucoup trop personnel en fait. Et il s'était retrouvé à réaliser la liste de Schindler. Et pour le chef-d'œuvre que c'est, on en parlera juste après. On va commencer comme ça directement avec Hook. Ouais, ou que bah moi, alors je vais faire rapide et si tu veux après prendre la Ouais, main, pas de souci. pas de souci. Moi, c'est un des Spielberg que j'aime le moins. Ok. Et j'en garde un souvenir au cinéma, je ne veux pas dire horrible, parce que c'est quand même une belle aventure, mais en fait, c'est un film qui me fait mal au crâne. Mais mal au crâne. J'ai l'impression que ça hurle tout le temps. Je trouve les choix de décors et de costumes pas beaux, alors que pourtant, voilà, normalement, il y a tout pour être bien. Peut-être aussi, j'aime pas Peter Pan. Je crois que j'aime pas l'univers de Peter Pan, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est un film qui me gave, en fait. Donc je me souviens déjà, alors que j'avais 11 ans, j'étais sorti de là en me disant, c'est tout boursouflé, ce film, j'aime pas. Et ça me l'a confirmé à chaque fois que je l'ai revu. Après, voilà, reste qu'il y a Dustin Hoffman et Robin Williams qui sont impeccables. Mais ouais, c'est un Spielberg qui me saoule. Voilà, je peux pas dire mieux. Ça me saoule. Mais c'est un Spielberg qui est un peu mal aimé, alors qui est en train de reprendre un peu du galon au niveau de la vue publique générale, mais c'est un Spielberg qui a pendant très longtemps été mal aimé, Hook. Et Ouais, les tout à gens fait. avaient du mal avec Hook. Et alors moi, je l'ai découvert il y a, je dirais 1 an. J'ai des amis qui sont venus à la maison, ils m'ont dit oh regarde Hook, c'est trop bien. J'étais en mode bon allez, on va regarder Hook. Et bon, il faut savoir que chez moi j'ai la chance, et j'ai une très bonne télé, j'ai un home cinéma qui est vraiment plutôt bon. J'essaye d'être dans les meilleures conditions pour regarder mes films, et je l'avais en Blu-ray, donc j'en ai profité, j'ai regardé ça.
Et moi j'ai adoré. J'avais Mais tant passé un mieux. moment. Et en fait, c'est là où c'est marrant, c'est que je suis retombé en enfance avec un film que je n'avais pas vu pendant mon enfance. Et j'ai eu ce truc tout le long avec un grand sourire où j'étais en mode je suis un enfant. La musique, le travail de John Williams sur ce film est absolument génial. Euh, et vraiment, j'avais eu cette impression de retomber en enfance avec Hook. Et c'est là où, encore une fois, hein, c'est question de génération, question de comment on le voit, qu'est-ce qui nous a plu. Mais c'est vrai que Hook, moi, je suis totalement tombé amoureux de Hook. Mais je Et peux je, comprendre. Mais je comprends aussi, ouais, dans le sens où je sais que c'est un film qui a été plutôt pas trop aimé par les gens exactement. en règle générale. Le second film, alors là, c'est quand même Bon, une sacrée décennie. Hein. C'est quand même une sacrée décennie qui nous offre. Le second film, alors c'est marrant parce que quand il a commencé la production de la liste de Schindler, j'avais fait il y a très longtemps un TikTok sur 5 anecdotes sur Spielberg. Et il y avait cette anecdote entre autres. Quand il a commencé la production de la liste de Schindler, c'était avant Jurassic Park. Et en fait, ses producteurs lui ont dit réalise quand même Jurassic Park parce que je suis pas sûr que tu sois en état de réaliser Jurassic Park juste après la liste de Schindler. Et effectivement, hein, je crois que la pause entre la liste de Schindler qui est de 93 ou ouais, c'est ça. 94, Enfin, le prochain film c'est 97. Il y a 50 pauses entre les deux, je crois. C'est assez énorme parce que bah forcément ça lui a ça l'a complètement cassé ouais, et puis en moralement. fait, il y a voilà, toute cette anecdote. Il y a plein d'histoires hyper fascinantes là-dessus, mais où en fait, il a mené les deux projets de front, c'est-à-dire un pied dans le blockbuster ultime et un pied dans le drame de la Shoah, quoi. Ouais. Et en fait, un espèce de grand écart impossible. Et en fait, il a réussi à le faire. Donc, je crois qu'effectivement, il a tourné Jurassic avant. Et après, il y avait toute la partie montage, effets spéciaux bah, qui prend du temps. Et donc, pendant ce temps-là, il était en fait sur Schindler le jour, mais la nuit, il montait Jurassic Park. Et en Il a fait, d'avoir une été espèce fourré au de. moulin. C'est presque schizophrénique, quoi. Et je sais qu'il y avait cette anecdote de. Ça le déprimait tellement tout ce qu'il filmait sur la liste de Schindler que le soir, Il appelait ouais. Robin Williams l'appelait tous les soirs pour lui redonner le moral et le faire rire. Mais voilà, ça montre à quel point c'est quelqu'un qui s'est investi et tout ça. Mais si je te laisserai parler de la liste de Schindler, moi, Jurassic Park, bah, juste pour en parler rapidement, parce que pareil, on pourrait en faire des heures. Moi, ça a été un film vraiment fondateur pour moi, dont je reconnais énormément les défauts, et je comprends, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure. Même quand on le revoit aujourd'hui, je pense qu'on se dit, bon, bah, c'est un peu. Ouais, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est Mais ça, moi, c'est un peu mon ressenti, c'est cool. voilà, mais en 93, comme tu disais, on n'avait pas vu de dinosaures jamais, enfin en tout cas où on a vu des dinosaures mal faits. Et moi, je me souviens à 13 ans, la scène, bah là, quand ils sont en haut de la côte là, de la colline et qu'ils découvrent le brachiosaure pour la première fois, qu'il y a John Hammond qui dit j'ai dépensé sans compter et qu'il y a l'envolée de John Williams et qu'on découvre sous les rayons du soleil les dinosaures, là, je sais plus, c'est les Parasaurolophus. En plus, ça m'a donné la passion des dinosaures. Les Parasaurolophus qui sortent de l'eau. En fait, je me souviens avoir eu les poils qui se sont levés et de me dire, OK, c'est ça le cinéma et je vais en faire mon métier. Moi, c'est un truc qui a été fondateur pour moi et à tel point que souvent les gens pensent que je dis ça en blaguant, mais c'est vrai. Quand je demande l'âge de quelqu'un, je lui demande s'il est né avant ou après JP. C'est pas avant ou après JC, pour moi, JP est une date hyper importante. C'est-à-dire que tu es né avant ou après 93. Ouais, mais en fait, je comprends totalement, mais c'est vrai que moi, en fait, il y a quelque chose où aussi j'ai grandi avec ces films-là parce que bah, moi, je suis dans 2003, Jurassic Park 3 arrive, Jurassic Park 3, il arrive, alors c'est pas de Steven Spielberg, hein, Non, c'est mais Joe Johnston, ouais. c'est ça, mais il arrive en 2002, je crois, 2001, 2001. 2001, ouais, 2001. 2001. Donc en fait, bah, c'est les films qui sortaient en DVD Blu, enfin pas Blu-ray du coup, mais qui sortaient en DVD que j'avais en DVD chez moi. Et en fait, j'ai toujours grandi avec ça, mais pas le premier. J'ai toujours grandi avec le deuxième. Moi, je me rappelle, je crois que c'est le deuxième, ça. Le camping-car. Ouais, exactement. Le camping-car et l'autre scène qui m'a marqué, c'est la gosse qui se trimballe sur la plage. Ouais, bah, Oh, la scène d'ouverture c'est ça. qui était assez bien foutue. Et, Et en fait, on voit que dans Jurassic Park 2, il a plus de moyens suite au succès du premier. Et que voilà, il peut laisser libre cours à plein de trucs. Ça va même des fois un peu trop loin parce que la gamine qui fait de la gymnastique et qui dessoude un vélociraptor, bon, ça va pas du tout. Je sais même pas comment cette scène peut être écrite, 2 tournée, 3 passée au montage. oui, oui, Ça, c'est des scènes interdites pour moi. Mais par contre, dans Jurassic Park 2, il y a quand même des grands moments de mise en scène, les hautes herbes avec
les traces des raptors là, qui suivent les gens et qui se rapprochent et tout. Le mec a des idées de mise en scène, mais complètement folles, quoi. Et moi, c'est le 2, ouais, voilà, qui m'a plus bercé dans mon enfance, c'est plus le 2. Et du coup, quand j'ai découvert le 1, j'étais en mode, bah, je connais déjà tout. Et du coup, il y a eu un peu ce truc de. Bah, pareil, le film, je l'ai pas vu beaucoup de fois, hein, je l'ai vu une fois. Je pense que je suis capable de remettre quasiment toutes les scènes dans l'ordre à peu près et de savoir. Et du coup, quand je le vois, je suis un peu en mode. Oui, bah ça je connais. Et en fait, pas ah, je suis content de revoir, mais très ouais, ouais, bah c'est cool, mais je passe un bon moment. Mais en fait, je reconnais le plan. Si je vois le plan tout seul de l'eau qui tremble quand le dinosaure s'approche, bien sûr, je suis sur le cul et j'adore ce plan. Mais dans le film complet, c'est un truc. Je suis passé à côté, quoi. Je dis pas que c'est mauvais, je dis vraiment que c'est Ah non, mais je comprends encore une fois. et c'est un truc que je retrouve beaucoup avec en fait les blogs. C'est là où je me suis rendu compte, c'est quelque chose et c'est là où j'ai vraiment pris conscience quand j'ai fait mon marathon. Je me rends compte de ça et je sais ça avec tous les blockbusters de Spielberg. Et c'est quelque chose que je retrouverai après, que j'ai retrouvé là et que j'ai retrouvé avant. En fait, dès que c'était des blockbusters de Spielberg, des films destinés à un public un plus gros public, on va dire, et ben je passais un peu à côté parce que aussi ma vision du cinéma est différente. Alors, j'ai Ouais, ouais, découvert Jurassic Park à 20 ans, c'est quand même. et c'est peut-être des films aussi, alors comme on disait, à la fois qui traversent l'épreuve du temps, mais en même temps qui sont très ancrés dans leur époque. En tout cas, c'est blockbuster, hein, j'entends. Parce que quand tu parlais justement de la couleur pourpre ou même Schindler, c'est des trucs qui sont plus atemporels C'est ça. finalement. Mais quand tu regardes E.T., tu sais, ok, film des années 80, Jurassic, film des années 90. Donc il y a un truc très, très représentatif d'une époque et parce que c'est des œuvres, comme on dit, globalisantes presque. Donc, parce C'est que ça. c'est des œuvres qui s'adressent au monde entier et donc en fait qui saisissent ce que veut voir le public d'une époque. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils passent un peu moins bien les épreuves du temps. C'est ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un DVD où c'était des dinosaures limite en dessin animé, où c'était un petit documentaire sur les dinosaures, un peu comme Spielberg a fait sur Netflix, mais version beaucoup moins intéressant. Mais en fait, on avait ces petits DVD là avec mon frère. Je me rappelais, on jouait aux dinosaures, on faisait croire qu'on avait un parc de dinosaures. Tout le truc de Jurassic Park était déjà très ancré. On n'avait jamais vu un Jurassic Park, et pourtant c'est quand même très bien ancré dans notre pop culture, quoi. Exactement. D'où la force des films. Et en fait, bah, quand j'ai découvert Jurassic Park, bah, j'avais déjà vu tout ça, tous ces films où il y avait déjà eu des dinosaures représentés, alors que c'était pas Jurassic Park, c'était vraiment des films documentaires. Mais en fait, bah, c'est des choses que je connaissais déjà. Et donc, déjà, cette surprise-là, bah, s'enlève forcément, quoi. Mais c'est comme E.T. E.T. C'est un mythe, c'est un film qui est légendaire dans le cinéma. Et en fait, les extraits d'E.T., je les avais déjà tous vus. Tout le monde connaît Ouais. l'extrait du vélo dans le ciel, quoi. Enfin, c'est le truc le plus connu. Et du coup, forcément, bah, la découverte est beaucoup moins intéressante. Mais ça enlève rien à la qualité du film avec un Spielberg qui est toujours aussi fort. Et parlons d'un Spielberg aussi fort. Moi, la liste de Schindler, du coup, hein, j'en profite tout vite, mais je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois où j'ai pris une claque monumentale où je me suis dit que c'était important. Et je déteste dire oh le film là il est important, oh, le film là enfin c'est des trucs qu'on entend de plus en plus qui sont un peu bateaux. Mais quand j'ai vu la liste de Schindler, je me suis dit waouh, c'est vraiment quelque chose de je ne comprends pas honnêtement je ne comprends pas que c'est pas un film qui soit diffusé à l'école même Oui, si c'est c'est vrai. 3 heures. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas 3 heures dans le programme d'histoire-géographie où on ne met pas la liste de Schindler à l'école. Et je ne dis pas que c'est un film biographique, enfin que ce soit que tout soit juste, qu'il n'y ait pas des soucis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent reprocher des soucis, et je trouve qu'il y a un débat qui se soulève et qui va se soulever avec le soldat Ryan, qui est l'esthétisation de l'horreur. Moi, c'est un vrai débat où je me suis posé la question quand j'ai vu la scène de débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. J'ai fait waouh, c'est absolument génial ce qu'il fait. Et de l'autre côté, j'étais en mode waouh, il est quand même en train de filmer la mort d'une certaine façon. Mais en fait, c'est déjà ce qui se passe dans la livre de Schindler. Un noir et blanc hyper joli, des scènes qui sont stylisées alors qu'on montre la souffrance de personnes. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant le comment doser ça. Mais moi, la liste de Schindler, ça a été moi c'est toujours bizarre de dire ça comme ça, mais j'aime cette partie de l'histoire. En tout cas, pas j'aime, mais elle me passionne par la brutalité que le monde a pu rencontrer en aussi peu de temps, et comment le fascisme a déclenché l'horreur humaine, quoi. Et je trouve que Spielberg c'est la meilleure façon que j'ai vu de le raconter, en fait. Et vraiment, la liste de Schindler, moi, ça a été mais du coup, j'ai une vraie question.
tu l'as vu comment? Tu l'as vu jeune ou tu as eu Je un l'ai peu de vu, temps avant écoute, de. et c'est une très bonne question. Je l'ai vu à sa sortie et je Ok. crois que je ne l'ai jamais revu. Pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que ça fait partie de ces films qui sont un tel choc que tu fais. J'ai peur de le revoir presque. Moi, je Donc en l'ai fait, revu. Moi, j'ai eu peur de le revoir, mais pas dans le sens comme ça. Dans le sens parce que moi, j'aime bien pleurer au cinéma. Je trouve que c'est la meilleure sensation possible. Moi, je pleurer en regardant un film. Alors là, c'est vraiment pour pleurer pour des choses absolument horribles, hein, bien sûr. Mais pleurer au cinéma, je trouve que c'est une des sensations les plus merveilleuses. Malgré que ça soit un film bouleversant et qui est très dur. Je l'ai revu avec mon cousin il y a, je dirais, il y a peut-être 2-3 mois. En fait, moi, j'avais eu peur de le revoir et de le moins l'aimer, en fait. Le choc que j'avais pris la première fois et de me dire, ah, en fait, le film est pas si parfait que ça. Ah, en fait, même si l'histoire est touchante, est-ce que c'est pas tire-larme, mais est-ce que c'est pas pour ça que j'aime bien le film? Et en fait, pas du tout. Je l'ai revu, j'ai trouvé ça grandiose, les plans, la petite fille en rouge qui ressort, qui est la lueur d'espoir dans la vie de Schindler, qui lui redonne espoir en humanité, qui se dit tiens, je vais aider au maximum. Je trouve ça, Ben Kingsley est fantastique. Liam Nielsen, moi j'ai été surpris parce que pour moi c'est le mec qui fait Red. Et à part ça, je connaissais pas, enfin Liam Nielsen, je le connaissais uniquement pour ses films d'action. ouais, non, non, avant de faire n'importe quoi, il a été acteur. Et, Non. et de le voir là, j'étais en mode waouh, ok, c'est vraiment. Et en fait, c'est tout con, mais de filmer comme ça les ghettos, de montrer ce qu'étaient réellement les ghettos. Enfin, historiquement parlant, je trouve que le film est hyper intéressant. Encore une fois, ce n'est pas un documentaire. Il y a plein de choses fictives et ça fait partie aussi du cinéma. Mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Je rebondis juste parce que je trouve que c'est très très intéressant sur la suresthétisation de l'horreur et du coup surtout de la scène de la première scène, la scène d'ouverture, d'où il faut sauver le soldat Ryan. Quelle est ta position là-dessus, si on peut dire ça comme ça, sachant que moi j'en ai toujours pas trouvé. Je ne sais pas comment me placer par rapport à la suristisation de l'horreur. Ouais, non, bonne question. Bah, écoute, autant je trouve que tu vois, le débat fait sens sur Schindler à cause justement du noir et blanc et tout ça, de la photo qui est sublime. Moi, sur Soldat Ryan, je me rappelle que pour moi, c'était juste de l'horreur tout court, quoi. Et il faut savoir que quand il est sorti en 98, il y a des vétérans du débarquement qui ont vu le film et qui ont été traumatisés. Il y avait même un numéro d'appel Ah parce ouais. qu'en fait, le mec a remis en image exactement ce qu'ils ont vécu en voyant leurs potes se faire massacrer, se faire découper en deux à la mitrailleuse sur les plages normandes. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et j'ai revu une interview l'autre fois, il n'y a pas très longtemps, de quelqu'un qui lui disait, mais donc, vous aviez aucun storyboard pour faire cette scène. Et en fait, c'est presque Spielberg, il était caméra à l'épaule tout le temps, il s'est laissé porter par le côté viscéral du moment. Et ces 20 minutes d'ouverture sont, mais incroyables. Et, Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est les 20 meilleures. Enfin, pour moi, c'est la meilleure scène de Spielberg dans son cinéma complet. ah oui, oui, Maintenant que j'ai quasiment tout vu, pour moi, c'est la meilleure scène du cinéma de Spielberg, quoi. ouais, c'est une scène qui est folle. Et au-delà de ça, bah, le film, après, voilà, c'est un grand film de guerre avec des personnages hyper touchants, de Matt Damon à Tom Hanks. Il y a même un jeune Vin Diesel, Ouais. voilà, qui fait partie de l'escouade. Il y a un comédien qui a un peu disparu, mais qui est très bon dedans, qui s'appelle Edward Burns, qui était super, et Giovanni Ribisi, voilà, tous ceux qui forment l'escouade qui part donc à la recherche du soldat Ryan, c'est hyper bien et ça met beaucoup d'humanité dans la guerre en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on pense à la guerre, on imagine plein de gens avec des casques et puis en treillis. Mais en fait, il y a une histoire derrière chaque mec et il y a beaucoup de ces gens-là qui sont jamais revenus. Et je trouve que le film arrive à raconter ça aussi dans un grand spectacle. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai jamais trouvé dans la suresthétisation. Je l'ai plutôt trouvé dans arriver à restituer au mieux le côté viscéral et, euh, et je sais pas comment dire. Ouais, enfin, les mecs sont en enfer quoi, au Ouais, moment où oui, oui, on est non, sur oui. cette plage avec eux. Et d'ailleurs, c'est aussi l'esthétique. Alors après, c'est peut-être ça aussi, je pense, qui a amené ce débat sur l'esthétisation, mais c'est la scène qui initie les Call of Duty Ouais. et tous les jeux de guerre qu'on connaît ensuite. Même en Parce qu'en fait, colorimétrie, enfin, on y voilà, retrouve tout ça. tout le monde se dit ah ouais, on pourrait faire ça sur console et ça serait super. Mais sauf qu'en fait, fondamentalement, c'est pas super. C'est des gens qui meurent, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais moi, ouais, Soldat Ryan, c'est un monument pour moi.
Alors moi je suis pas aussi dithyrambique que toi sur Soldat Ryan, j'aime beaucoup le film, je m'ennuie assez vite. Ah ça c'est, je suis génération TikTok, hein, donc forcément des fois c'est un peu plus compliqué à la maison de regarder des films, mais je trouve qu'il y a une partie un peu plus creuse. C'est même pas je m'ennuie, c'est que je trouve qu'il y a une partie un peu plus creuse. Le film est très long, je crois que c'est le plus long de... Bah à part la liste de Schindler, c'est le plus long de la carrière de Spielberg, je crois que c'est 2h49, si je me trompe pas, donc forcément c'est vraiment plus long. Et il y a une petite partie où je trouve que ça tourne un tout petit peu en rond. Malgré ça, moi je trouve que c'est 4 étoiles hein, pour moi. Enfin, vu que je note tout sur Letterboxd, ça reste quand même un film que j'ai beaucoup apprécié. Moi, c'est surtout effectivement, ouais, comme je te disais, sur la scène d'intro où je trouve sincèrement que c'est. En fait, il y a beaucoup de travelling, beaucoup de. Oui, c'est pas effectivement, c'est pas de la suresthétisation avec des idées de mise en scène où on va. Mais c'est vrai que en tout cas, je me suis posé la question devant ça et du coup, ça questionnait aussi la liste de Schindler, qui est quand même une des plus grosses critiques. Quand on regarde les critiques sur la liste de Schindler, c'est ouais, mais ok, mais il esthétise la Shoah, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et Ouais, effectivement, c'est une question qui je trouve très pertinente, hein, même si j'ai pas réussi à y répondre, je la trouve très pertinente. Mais pour sauver Soldat Ryan, tu parlais de l'humanité. Déjà, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un film qui revient une nouvelle fois sur la critique des États-Unis, sur la critique de la guerre, parce que il passe son temps, malgré qu'il fait beaucoup de films de guerre, il passe son temps à critiquer la guerre. Rencontre du troisième type, il la critique. E.T., il critique un peu, enfin, il critique le fait que c'est à des gens lambda d'y aller. Et c'est aux policiers tout seuls d'y aller et qu'en fait il n'y a pas de vrais services qui sont mis en place pour aller combattre cette menace. Ça critique enfin la liste de Schindler, bien sûr que ça critique tout ce qui se passe. Ça le critique là dans Il faut sauver le soldat Ryan, avec en fait ce que j'aime beaucoup dans le sauver le soldat Ryan, c'est que tout le long du film il se pose un peu la question de pourquoi on fait ça. Et en fait plus haut que pourquoi on fait ça pour aller sauver le soldat Ryan, il y a aussi le pourquoi on fait ça, pourquoi on est là en train de faire la guerre entre des gens. Et c'est un truc que je trouve qu'il le met magnifiquement en scène dans Cheval de guerre, quand il y a la discussion entre les deux camps ennemis qui discutent entre eux pour libérer le cheval, et que du coup il y a un moment d'humanité incroyable pour sauver ce cheval là. Il le fait dans Il faut sauver le soldat Ryan avec beaucoup plus de complexité en sous-texte, et je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, ce que j'aime, enfin la scène pour moi qui me marque le plus dans Il faut sauver le soldat Ryan, en plus de la scène d'intro, c'est toutes les scènes où ils ont ce commandant allemand, pour pas dire le mot, ils ont ce commandant allemand, et en fait ils savent pas quoi en faire. Et il y a une partie qui veulent le tuer, une autre partie qui veulent le laisser partir, et il y a tout ce débat sur la moralité. C'est un film qui parle de moralité, et du coup je trouve qu'en fait ça résonne super bien avec cette scène du début où quelle est la moralité de cette scène du début? Est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est pas morale? En plus, ça c'est un peu le côté méta, mais et du coup il y a cette scène là qui vient questionner cette moralité de quelle est la moralité en temps de guerre. Est-ce qu'il y a une moralité en temps de guerre? Et ils sont quand même, c'est tout le débat du film de on est quand même je ne sais pas combien de soldats à aller chercher un autre soldat, on est en train de sacrifier peut-être 6 vies pour aller en sauver qu'une seule. Et du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est cette question de moralité, la moralité des États-Unis envers cette mère qui a perdu déjà 2 de ses enfants et qui risque d'en perdre un troisième. C'est tout ça pour moi qui est hyper intéressant. Et c'est que ça soit l'histoire, enfin que ce soit le côté anti-guerre qui est repris, je trouve, dans tout le cinéma Spielberg et qui est hyper intéressant. 1941, c'est un film qui est extrêmement anti-guerre, hein. C'est un film qui critique la guerre, c'est un film qui se fout de la gueule des gens qui se foutent pas de la gueule des gens qui sont en guerre, mais des gens qui ont décidé de partir en guerre et qui montrent l'absurdité en fait de ces guerres là, quoi. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans Il faut sauver le soldat Ryan. C'est un grand humaniste, Spielberg. Ouais, c'est vraiment le truc qui est ressorti. Je ne pensais pas que son cinéma était aussi politique. Vraiment, je ne pensais pas ça. Et dernier petit film, on va en parler un peu plus vite sur cette décennie-là, même si les prochaines décennies vont aller un peu plus vite. Amistad, moi je l'ai vu parce que le synopsis me donnait beaucoup envie. Il y a aussi tout ce débat autour de l'esthétisation. Il y a pareil une scène d'intro qui est très jolie, mais qui est vraiment jolie alors qu'elle est horrible, encore une fois, hein, c'est du sacrifice, c'est de la révolte, et pareil après il va filmer ce que ces personnes-là ont vécu tout le long de leur périple, et pareil c'est très esthétisé. Du coup ça relève encore le débat de la liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. J'ai beaucoup aimé le film jusqu'à la fin où on retrouve le fameux problème un peu du sauveur blanc, parce que moi je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans ce film, c'est que tout le long du film les personnes qui sont pour j'ai plus le mot. Abrogation.
l'abrogation de l'esclavage, ne sont pas forcément hyper à fond derrière les personnes de couleur noire. Et je trouve ça hyper intéressant de comment c'est filmé. L'ancien président qui est pour la liberté ne regarde par exemple jamais Morgan Freeman dans les yeux au tout début du film. Jamais. Il met quelques temps, et je trouve que c'est, enfin, en termes de mise en scène, la subtilité pour montrer à quel point même les gens qui étaient pour l'abrogation de l'esclavage, bah, en fait, se retrouvaient un peu avec des préjugés malgré tout, avaient un peu du mal quand même. Je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, à la fin, enfin, pas cut, mais tout se passe extrêmement bien. Le film est hyper intéressant, avec des gens qui essaient de donner de leur mieux pour sauver d'autres gens. Il y a tout un truc autour de la barrière de la langue, et dès que celle-ci se casse, en fait, il y a le côté humain des personnes qui sont prisonniers qui est remis en action dans l'histoire. Enfin, c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point la langue aussi peut couper en fait les relations humaines entre des personnages et tout. Hyper intéressant, vraiment. Je trouve que en termes d'histoire, en termes de subtilité, c'est hyper intéressant. Puis à la fin, il y a ce fameux président qui revient, il fait son monologue qui est, je trouve, hyper égocentrique, hyper nous les US, nous, moi le président, moi l'ancien président, hyper égocentrique, qui ne parle jamais de la vraie cause du film. Et ça se conclut là-dessus. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a déçu sur Amistad. Je ne sais plus quel est ton souvenir de Amistad, mais voilà. J'en ai quasiment aucun, pour te dire. Écoute, tu me donnes envie de le revoir avec un œil moderne, parce que je n'ai aucun souvenir du film. Mais si tu le revois, vraiment, le côté, les défenseurs des droits des hommes, à quel point ils sont eux-mêmes dans le cliché, ils sont eux-mêmes dans le fait de, vraiment, moi c'est le début avec j'ai plus son nom, l'ancien président, c'est celui qui joue le meurtrier dans Les Silences des... Anthony Hopkins, ouais. Anthony Hopkins ne regarde jamais Freeman dans les yeux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment ça fait bon, toi t'es libre, mais bon, et en fait il y a un côté très soit de honte, soit de, j'ai pas réussi vraiment à analyser le truc, mais c'est hyper intéressant. Vraiment, je t'encourage à le voir. Passons à la décennie 2000. Et là aussi, encore une décennie très intéressante. Alors, pour faire, je fais un petit débrief de la décennie, et comme ça, on reviendra sur ce qui nous a le plus marqué, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément tout qui est hyper intéressant dans cette décennie. Bon, on en reviendra un peu, mais on commence avec AI, intelligence artificielle, film qui a été donné, si on peut dire ça comme ça, par Kubrick, qui devait être réalisé par Kubrick, mais qui, fin de compte, a été réalisé par Spielberg, parce que Kubrick est décédé. Ensuite, on a Minority Report, film qui se répond un peu, je trouve, sur le côté très science-fiction. On arrête, moi, si tu peux, qui va être quelque chose plutôt... qui va être une espèce de comédie qui va être très intéressant, avec, je trouve, le meilleur rôle de Tom Hanks au cinéma. Voilà, je le trouve fantastique. Moi, j'ai pris une claque monumentale sur son jeu. Il y a Le Terminal ensuite, il y a La Guerre des Mondes, Munich, et le dernier, Indiana Jones. Qui n'existe pas. Donc celui-là, moi de toute façon je l'ai pas vu, donc on n'est pas obligé d'en parler. J'ai un avis un peu, je me permets de commencer là-dessus, mais j'ai un avis un peu, je trouve que c'est sa dernière grosse décennie à Spielberg. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, très juste. La et décennie, même, il y a encore décennies, et il y a pas mal de trucs il y a des trucs un peu oubliables. C'est ça, et moi je trouve que c'est là où, alors, comment dire ça sans être méchant vers Spielberg, mais c'est là où je trouve qu'il se repose très souvent sur ses lauriers. Je trouve Le Terminal très plat. Par exemple, moi j'ai pas du tout aimé Le Terminal. Je trouve qu'il a une base extrêmement intéressante dans Le Terminal, et qui en fait ne fait rien d'intéressant, ou en tout cas il y a rien qui est vraiment très intéressant. Munich, je trouve que c'est un film quasi parfait, mais en fait qui me passionne jamais vraiment, et qui émotionnellement, et je trouve par contre c'est assez fou à quel point le film est extrêmement moderne, parce que c'est un sujet qui parle de ça en 2008, on est en 2026, et c'est toujours d'actualité. Le sujet dont il parle, c'est des choses qu'on vit actuellement beaucoup plus qu'on ne l'a jamais vécu malheureusement, et je trouve ça hyper intéressant de comment Spielberg l'intègre dans Munich, mais ça on en reviendra si tu le souhaites. J'aime beaucoup La Guerre des Mondes, même si je trouve que la fin est feignante. La fin, c'est comme la petite fille qui faisait de la gymnastique contre les Raptors. La fin de La Guerre des Mondes détruit un film qui, pour moi, était un chef-d'œuvre. Mais surtout que La Guerre des Mondes, c'est un film qui parle du 11 septembre, quoi.
c'est un film tout le long qui parle du 11 septembre, qui parle de... Et pareil, encore une fois, je trouve que c'est un film qui est hyper anti-guerre, parce qu'à un bout d'un moment, il y a son fils qui veut partir à la guerre, un peu comme ce qui s'est passé en fait hein, après le 11 septembre. Ils ont déclaré la guerre, les États-Unis ont déclaré la guerre, j'ai pas envie de dire de bêtises sur le pays auquel ils ont déclaré la guerre, je suis pas le plus... Tu veux dire, après le 11 septembre aussi, il y a eu Ouais, l'invasion de l'Irak. c'est ça, ouais, voilà, l'Irak. Et en fait, il y a toute cette idée, je trouve, dans le film de propagande un peu pour les jeunes. Ah, venez vous battre pour votre pays. Mais qui a un truc un peu de, on les envoie mourir, on les envoie au charbon, on les envoie. Ouais, c'est vachement bien ça. Et je trouve que c'est extrêmement bien représenté dans la guerre des mondes de Spielberg. Et je trouve que, enfin, le film et le plan de la petite fille avec l'énorme alien derrière et les couleurs qui sont hyper fluo, je trouve, dans cette scène. Enfin bref, la scène est géniale. La guerre des mondes, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, à part la fin, encore une fois. Arrête-moi si tu peux, je trouve que c'est un film qui est extrêmement autobiographique sur la vie de Spielberg, ou en tout cas sur sa jeunesse. Et comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Tom Hanks. J'ai adoré Minority Report. Qui malheureusement je trouve moche, vraiment je trouve le film moche, la photo, pas la, enfin je sais pas si on peut dire la photo, si c'est la couleur qui est pas très jolie, les lumières mais en tout cas c'est vraiment pas beau malheureusement, alors qu'il y a des plans, il y a des idées. Mais Minority Report, j'ai adoré ce que j'ai vu, et c'est là où je suis parti vers la fin, parce que c'est là où je voulais conclure pour cette décennie là. AI, intelligence artificielle, j'adore les premières 30 minutes, je déteste tout le reste. Ah, Voilà, c'est pareil, moi aussi. Ouais, le ah, début, ça va. les 30 premières minutes, c'est quand il est dans la famille. C'est ça, qui ressemble beaucoup à du Kubrick, pour le coup, très Et froid, très... ouais, Et là, c'est hyper bien et on voit toute la détresse de ce gamin qui veut juste être aimé et en même temps cette mère qui a envie d'aller vers lui et qui le repousse. Enfin, mais après tout le délire où il part en road movie avec Jude Law dans un monde fluo dégueulasse là, c'est très bizarre. je n'ai jamais compris ce projet. Mais surtout Donc, que le début est tellement prometteur, c'est un film ouais. qui parle du rejet. Enfin, ce rejet et encore une fois, ce côté naïf. On lui dit fais ça, il va le faire parce qu'on lui a demandé. Et en plus, c'est un robot qui est programmé pour ça. Mais du coup, ce robot-là, il a un côté très humain. Il a envie de vivre. Il a envie d'être aimé par sa mère. Et en fait, sa mère, au bout d'un mois, bah, il y a l'original qui est revenu. Donc, vas-y. Et ce gosse qui va couper, enfin, son frère lui demande d'aller couper une mèche de cheveux. Il y va, mais du coup, il croit qu'ils veulent le tuer. Tous ces petits. En fait, je trouvais le sujet de base Ouais, incroyable. était incroyable et après, mais je sais, et c'est là où je sais pas si on saura d'ailleurs un jour, c'est est-ce que si Kubrick avait été vivant, il aurait fait le même film et le même scénar? Est-ce que le début, comme tu dis, c'est du Kubrick et après ça part vers du Spielberg, mais un peu raté? C'est vrai que c'est un film qui est un peu bancal. Voilà, tout ça. Je pense que c'est fait exprès, mais le début, vraiment les 30 premières minutes, c'est Ace Watch Shot, quoi. Visuellement, c'est la froideur de Ace Watch Shot, c'est des couleurs fluo qui vont venir, je pense à l'anneau, qu'on retrouve beaucoup, l'anneau de LED un peu, qui ressort beaucoup, on va beaucoup retrouver, il va faire beaucoup du surcadrage avec cet anneau-là, avec généralement la tête, c'est l'anneau de vie en fait, hein, qu'on retrouve... dans les plans, et c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que je comprends pas IA, intelligence artificielle. Je te laisse sur les années 2000. J'ai dit ce que Non, j'avais mais à sur dire. les deux, écoute, je pense qu'on a à peu près la même chose. Moi, les seuls trucs que je pourrais dire, voilà, Munich, tu en as très bien parlé, c'est un film aussi qui est hyper intéressant sur la notion de vengeance. Voilà, comment à la fois tu te perds dans la vengeance, et voilà, et comme tu dis, c'est très, très, très actuel. Minority Report, j'ai jamais été très fan au-delà des inventions visuelles avec. Là, c'est un truc qui a préfiguré les écrans tactiles et plein de choses. J'ai toujours trouvé que le scénario était bancal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un Ok. film qui m'avait un peu fait chier. Et par contre, non, pour moi, les deux grosses claques de la décennie, il y a Arrête-moi si tu peux, qui est un film façon années 60, en même temps, comme tu dis, très personnel, en même temps sur une histoire complètement folle de ce monsieur, la Franck Abaniel Jr., escroc de génie, et en même temps sa relation, j'allais dire sa relation d'arrête-moi si tu peux avec le personnage joué par Tom Hanks. La relation entre les deux, entre le flic et le voleur, est hyper touchante. Père-fils un peu, hein. Enfin, Et, une ouais, relation un peu un peu père-fils, hein. père-fils et qui ont un sens, enfin qui n'existent que l'un pour l'autre finalement. Parce que le jour où le flic a arrêté le voleur, ben, il ne sert plus à rien. Le jour où le voleur, enfin, voilà, il y a une espèce de complémentarité qui est hyper touchante et ils s'appellent tous les jours, enfin chaque année à Noël et tout. C'est hyper chouette et le côté, c'est un film hyper classe quoi.
Ouais. hyper, hyper classe. Et après, moi, La Guerre des mondes, c'est un Spielberg, donc à part la fin qui gâche tout, Ouais. mais pour moi, c'est un monument de mise en scène. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, donc en 2005, la scène de l'autoroute, là, quand il s'enfuit, où il y a un plan séquence Autour de la qui tourne, voiture. tourne autour de la voiture, qui rentre par la vitre, qui sort par le coffre et machin. Tu te dis, mais comment le gars a tourné Ah, ça? Je c'est ne une sais folie. pas. Et il y a tous les plans, avant qu'on voit vraiment les tripodes extraterrestres et tout ça, ils apparaissent d'abord par des reflets, donc tu aperçois un bout de dégâts sur une vitrine, ensuite sur un pare-brise de bagnole, comment on appelle ça, dans l'écran d'un caméscope. Et en fait, tu vois jamais frontalement la menace, c'est toujours par petites touches et tout. Toutes les idées visuelles, il y a ce plan terrifiant, qui rappelle beaucoup d'ailleurs la Shoah et Schindler, à un moment, ils sont au bord des rails, et puis sorti de nulle part, tu as un train en flammes qui passe Ouais. et qui disparaît dans la nuit, et après, tu as une pluie de vêtements. Il y a Ouais, plein d'images, mais apocalyptiques Ah, comme ça, qui sont folles. tu viens de me rappeler quelque chose, parce que vraiment, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, à chaque fois, j'avais des plans, je fais 11 septembre, 11 septembre. Les plans des vêtements, quand les gens disparaissent, c'est des vêtements qui tombent. Et en fait, ça fait beaucoup penser aux débris du 11 septembre. Et Aussi, en ouais, fait, c'est vrai, c'est vrai, ouais. et en fait, je vais retrouver parce que vraiment j'avais noté plein de petites choses. Je crois que ça doit être sur mon letterbox où j'avais noté ça, mais il y a tellement de. En fait, La Guerre des mondes, je trouve que c'est un film parce que directement, frontalement, il ne parle jamais du 11 septembre. Ce n'est pas un film qui traite du 11 septembre, mais c'est un film où je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher en fait de me dire qu'en fait, ouais, c'est un film qui retrace, enfin qui parle de tout ça, quoi, qui vraiment, c'est un film post 11 septembre et il sort en 2005, hein, donc ça veut dire ce que Ouais, ça veut dire. et Mais lui le dit d'ailleurs, hein, lui, enfin, c'est sa réponse émotionnelle presque au 11 septembre, et artistique au 11 septembre, tout à fait. c'est ça. Et rien que pour une chose qui est pour moi, enfin pour moi c'est là où vraiment j'ai pris conscience qu'il parlait du 11 septembre, mais j'étais sûr que c'était le sujet principal du film, l'avion qui se crache. L'avion qui se crache, on va dire au bout de 30 minutes, il y a un avion qui se crache et c'est le premier gros boom dans le Ouais. film, le première grosse scène d'action hors extraterrestre, même si on comprend que c'est lié à ça. C'est absolument génial. Et pour moi, c'est moi qui n'ai pas fan de SF, j'ai été surpris d'autant aimer quelque chose qui parle de SF en fait. Non, non, mais Parce que c'est vraiment très. et Parce en, qu'en fait, les extraterrestres sont juste l'incarnation d'autre chose, quoi. c'est ça, ouais, De- c'est oui, c'est ça pour le coup. Petit coup de gueule, mais pourtant je l'ai bien aimé le film, mais je l'ai vu avec une qualité. Je l'ai vu sur Paramount Plus. Je crois que j'ai jamais vu un film d'aussi mauvaise qualité légalement. Je pense que je le téléchargeais illégalement, j'avais une meilleure qualité, quoi. Et en plus, je crois que je l'ai payé. Je crois que c'est de la location. En tout cas, j'ai trouvé ça fou. Le film était en 420p. J'étais en mode, ça n'a pas de sens. Ah oui, Un d'accord. peu Ouais. dommage d'avoir une copie aussi moche, mais dommage, je l'avais pas en Blu-ray. Ce sera la prochaine étape. Je l'achèterai en Blu-ray, parce que vraiment, à part cette fin qui c'est vraiment une scène de Disney, quoi, à la fin, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Je crois que personne même. Ouais, Je sais même pas si lui comprend, en fait. ouais, pour moi c'est limite une obligation de studio, mais Ouais, Spielberg ça en fait un peu ça. Ouais. 2025, je vois pas pourquoi il serait obligé par les studios. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Et petite question sur le Terminal, t'en as pensé quoi? Joli film, mais en fait, c'est typiquement un film où tu te dis ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre que Spielberg. C'était un peu la même. J'ai pas senti ni une patte Spielberg, ni une. Mais après, c'est un joli film. On sait que l'histoire est jolie et tout ça. Tom Hanks, c'est très chouette. On découvre un peu Zoé Saldana à cette époque-là. Oui, c'est vrai que ça m'a surpris quand Voilà. je l'ai vu aussi C'est un jeune. joli film. Ok, et ben on va passer aux années 2010. J'espère juste pas trop te prendre du temps. J'espère que ça va au niveau. Non, non, ça va aller. Ouais, on peut encore prendre quelques minutes. Après, il y a ma fille qui m'attend désespérément pour voir un film. Pas de souci. Eh ben, pense que je vais- je me dépêche, je me dépêche. Les années 2010, on va faire un peu pareil. On va faire Ouais, un pareil, petit brief. comme tu disais, il y a eu 80, 90, enfin 70, 80, 90, et après, c'est des années un peu plus mitigées, quoi. C'est ça, les années 2010. Mais en vrai, j'ai pas grand chose à dire. J'avais vu Bon Gros Géant au cinéma. J'avais un bon souvenir. Je l'ai pas revu, mais on m'a dit que c'était vraiment pas très bien. Je sais pas pourquoi j'ai Moi, eu un bon souvenir je vais dire un truc horrible. Je crois que c'est le Spielberg que j'ai jamais réussi à finir. Moi, je l'ai Ah vu oui, en à ce point-là, vidéo. ok. Voilà, je l'ai vu à la maison, et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, ça me fait chier. Soit je suis trop vieux, soit je sais pas quoi. Mais peut-être, hein, d'ailleurs, c'est plus un film pour les enfants que là pour moi à 40 balais. Mais je suis passé complètement à côté de celui-là. Tintin, moi je l'ai revu il y a pas très longtemps. Alors visuellement c'est pas très joli, mais par contre je trouve l'histoire bien. Je ne me rappelais plus qu'il y avait un cliffhanger à la fin. J'étais en mode bon ok.
Ah ouais, bah tu vois, j'avais pas le souvenir non plus. Et bah il y a un cliffhanger à la fin et bah, du coup c'est très marrant parce qu'on a eu l'interview de Peter Jackson il y a pas très Oui, longtemps qui a dit qu'il développait 15 le ans après, deuxième. il va faire la suite. Et du coup c'est très marrant parce que je trouvais que tout s'alignait très bien. Moi Tintin c'est la scène, il y a un plan séquence à la fin qui est Ah oui, absolument bah, là, génial. là où il est suspendu au fil, là, Ouais, ouais, c'est incroyable. Ce c'est plan pour est moi fou. c'est la meilleure scène du film et malheureusement le reste du film j'ai pas trouvé ça absolument génial. C'était cool mais sans plus. Non, non, Euh, je suis d'accord. Et par contre, ils ont eu la bonne idée. Alors, faut aussi remettre dans son contexte. En 2011, la performance capture, on en est un peu au début. ouais, Il y a eu le Pôle Express quelques années avant où déjà c'était pas très joli. Là, c'est quand effectivement. même un peu plus abouti, mais la technologie est pas encore tout à fait là. Et en même temps, il a eu raison de ne pas le faire en live action parce que Tintin en live action, c'est ridicule. Oui, ça Donc, aurait été bizarre. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, par contre, je suis curieux de voir visuellement ce que donnera celui de Peter Jackson. Ça peut être. Et puis même Peter Jackson à la réal, moi ça Ouais. m'intéresse. Quoi. Cheval de guerre, moi comme je l'avais dit, j'avais un souvenir de quand j'étais plus petit. Je l'ai revu et Cheval de guerre, moi mon problème c'est qu'il y a trop de. En fait, c'est bizarre, c'est un film qui dure 2h30 mais il est trop court. J'aurais aimé que les. En fait, il y a plein de mini-scènes avec plein de personnages différents. J'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, on s'intéresse à deux frères, on les voit plus au bout de 5 secondes. On s'intéresse à un grand-père et à sa petite fille, qui est pour moi peut-être et en plus c'est Aristup Ouais, l'acteur c'est je crois c'est Nils ça Sarstrup, ouais. qui nous a quitté il y a un an je dirais de ça. Euh, donc, enfin, vraiment, le film est super. Mais bizarrement, il manque de temps. Moi, je l'aime vraiment bien ce film parce qu'en plus, il y a des. En fait, je trouve que le cheval, c'est con comme réflexion, mais je trouve que le cheval est l'animal le plus intéressant à filmer. Ouais, Visuellement, non, c'est clair. Et je puis trouve ça majestueux. et ce qui est bien, c'est et comme tu dis, c'est qu'il a. Donc en fait, pour les gens qui connaissent pas, mais en gros, c'est la guerre, mais racontée, donc la Première Guerre mondiale, là, dans les tranchées, si je me souviens bien, mais racontée par le point de vue d'un cheval, pour le coup. Donc en fait, on va suivre le parcours d'un cheval qui va rencontrer plein de gens au fur et à mesure de sa traversée de l'horreur du conflit. Et donc en fait, il y a des fois, voilà, on passe très peu de temps sur les différents personnages qui vont l'accompagner. Et c'est aussi quand même toute la force de Spielberg d'arriver à faire exister ces personnages, même sur un temps très court. Et si en fait, et parce que moi j'étais comme toi, où tu dis, bah tiens, lui j'aurais aimé en voir plus, ça veut dire qu'il a réussi son travail d'écriture et de Oui, mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage, il a beau être là que 10 minutes, il y a un avant dans l'imaginaire et il y a un après. Et tu te dis, j'aurais bien aimé voilà, creuser un peu plus. Et moi, ce qui est marrant sur ce film, c'est que je l'ai repoussé pendant très longtemps. Je ne l'avais pas vu en salle, pareil. Je ne sais pas pourquoi je me disais, ah, un truc sur un cheval, ça m'emmerde. Et en fait, quand je l'ai vu, je me dis, bah, tu as été très, très bête. Parce que j'aurais bien aimé le voir sur grand écran. Parce que c'est un très, très beau film. visuellement, c'est là où on voit que le mec il est parfait quoi. Une perfection tout le temps la perfection. Il est vraiment très très fort là-dessus. Et Cheval de guerre. En plus voilà, comme je l'ai dit, c'est un film qui parle de l'humanité. C'est un film. Il y a une scène où à un bout d'un moment les deux sortent des tranchées et vont sauver le cheval sans se tuer en fait. Et je trouve ça genre c'est très basique, c'est très un peu cliché même, mais en fait ça marche extrêmement bien. Et ouais, mon seul problème aussi c'est que c'est un peu tiré par les cheveux. Du coup vu qu'on enchaîne scénette par scénette, tu dis ah encore. Et ça peut être vite un peu tiré par les cheveux malheureusement Oui, sur il y a certaines ce scènes. côté, dis donc, ce cheval, Il a envie, mais il en a vécu des aventures. par contre fait réel, c'est en tout cas ce que Spielberg a dit en interview. Enfin, a dit en interview, et c'est quelque chose qui a été mis en avant. C'est un film qui rend hommage à tous les chevaux, parce qu'en fait c'est une guerre où il y a eu des milliers de chevaux Oui, exactement. Oui, qui sont on ne morts. sait Donc pas si c'est vrai. il y a une vraie idée en plus de ça de dommage derrière ce film. Lincoln pour ma part, je ne l'ai pas vu. Bah, Lincoln, bah, il faut le voir surtout principalement pour la performance de Daniel Day-Lewis qui Ouais. chope son troisième Oscar, si je ne me trompe pas. Et qui est vraiment une performance. Enfin, lui, chaque fois qu'il joue un personnage, de toute façon, il devient le personnage. Par contre, c'est un film assez âpre. Donc, c'est sur l'abolition de l'esclavage. C'est un projet qu'il a porté pendant assez longtemps avec Liam Neeson au départ et qui était plus vécu comme une fresque de toute la guerre de sécession et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des années du développement, il s'est rendu compte que c'était plus intéressant de revenir à quelque chose d'un peu plus intime et donc de quitter le champ de bataille et d'être plutôt dans le champ de bataille politique. Donc en fait, d'être beaucoup dans tout ce qui se passe en coulisses pour arriver à l'abolition de l'esclavage. Et donc en fait, c'est un film qui est beaucoup sur la Constitution américaine, sur la politique américaine. C'est très bavard. Donc c'est presque un film pour les historiens, quoi. Ouais. Donc en fait, voilà, si vous cherchez du grand spectacle, après c'est quand même du grand Spielberg, mais c'est pas forcément dans ce film-là que vous l'aurez, mais par contre, ça raconte avec une performance d'acteur incroyable une page essentielle de l'histoire américaine.
Mais par contre, c'est pas Indiana Jones, quoi. Voilà. Ouais. C'est ce qu'il faut savoir. Le Pont des Espions, pour moi, je le mets un peu dans la même catégorie que Munich. C'est visuellement parfait. Ça joue très bien. Mais moi, ça me passionne. Enfin, je n'y arrive pas à rentrer dedans. Très Ouais, je suis assez verbeux, je d'accord. trouve. Je trouve que le film est très verbeux et me laisse un peu sur le côté. Mais plein d'humanisme Ouais, aussi. par contre, oui, là-dessus, ouais, totalement. BGG, bon, du coup, on en a parlé. Pentagon Paper, je ne l'ai pas vu non plus. Et ben Pentagon Paper, en fait, on se rend compte voilà que peut-être en vieillissant, Spielberg a de plus en plus il avait déjà une conscience citoyenne et politique parce qu'on l'a vu dans ses films, mais là voilà qui est vraiment exacerbé. Donc tu vois, c'est 2017 si on remet, c'est le moment où il y a le premier mandat de Trump. Ouais. Et en fait, c'est un film, donc ça parle pas de Trump, ça parle plutôt du Watergate et de Nixon et tout ça. Enfin non, c'est avant le Watergate, pardon, mais c'est au moment où, en tout cas, c'est basé sur une histoire vraie de journalistes qui découvrent que, en gros, le gouvernement américain a menti au sujet de la guerre du Vietnam. Et donc, en fait, on suit le cas de conscience du rédacteur en chef joué par Tom Hanks, qui lui veut absolument publier, et de Meryl Streep, qui joue la patronne du journal, qui, elle, en fait, si elle le fait, elle fait ce qu'il faut faire pour la démocratie, et en même temps, elle est complètement rayée de la liste voilà, politiquement et au niveau citoyen, en fait, ça coule son journal. Donc, en fait, et voilà, c'est tout un film sur l'importance du journalisme, et en fait, Spielberg arrive finalement à parler des années 2016, des fake news, voilà, de tout ce qu'on connaît avec Trump, à travers un truc qui s'est passé 30 ou 40 ans plus tôt. Et c'est en ça que le film est vachement intéressant et vachement moderne finalement. Et ça rappelle beaucoup le film, si vous connaissez Les Hommes du Président voilà, avec Redford et Dustin Hoffman, qui lui, en fait, est presque une suite de ce film-là, parce que ça raconte ce qui se passe après avec Nixon et avec le Watergate. Et donc, en fait, ouais, c'est un très bon film, très beau film et film important. Et qui, je pense, ouais, qui est très américain aussi, finalement, dans ce qu'il raconte. Donc, qui est peut-être un peu passé inaperçu en France, mais qu'il faut au moins voir, même si ces sujets-là ne vous intéressent pas, pour le fait que ce soit la première fois qu'il y a Meryl Streep et Tom Hanks qui se donnent la réplique. Et en fait, de se dire sur une affiche, il y a Streep, Hanks, C'est Spielberg, joli. Ouais. c'est quand même pas mal, quoi. C'est là. Et en fait, c'est là où on sent les années 2010, il fait son casting de rêve, quoi, à chaque fois. On sent, et alors, ça va être très intéressant parce que on m'a laissé un commentaire quand j'ai parlé de West Side Story, et je veux relier Ready Player One, West Side Story, The Fabelman, parce qu'on m'a laissé un commentaire disant que ça pouvait être lu comme une trilogie. Alors, que je l'explique bien. La personne me disait comme quoi, pour lui, il le voyait ça comme une trilogie avec Ready Player One, en fait, à l'envers. The Fabelman, c'est son origine, ce qu'il aime dans le cinéma, ce qui l'a donné envie de faire du cinéma. West Side Story, c'est classique. Vraiment, ce qu'il a découvert ensuite dans son adolescence et qui l'a donné envie qui lui a montré à quel point le cinéma était fort. Et Ready Player One, c'est son côté blockbuster. C'est vraiment le côté blockbuster. Et c'est l'héritage que lui laisse aussi, quoi. C'est ça, et qu'en fait ces trois films-là étaient trois films en fait qui parlaient de sa filmographie en fait. Le côté blockbuster, le côté film hyper classique, mais alors enfin on va revenir sur West Side Story. Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. L'original est un chef-d'œuvre, celui de Spielberg est tout aussi bien. Et The Fabelman qui est vraiment le classicisme mais très autobiographique, qui fait quand même partie de son cinéma intégrante. Tu es plutôt négatif toi sur Ready Player One, parce que je sais que c'est un film qui est quand même qui divise. Et alors en fait j'ai une relation très particulière avec Ready Player One, c'est que quand je vois les bandes annonces au départ, j'avais pas lu le bouquin. Quand je vois les bandes annonces, je fais oh là là, ça va être le film de ma vie, ça. Parce que moi, donc voilà, tu le sais, j'adore notamment les Easter eggs, les faux raccords, voilà tout ça. Donc notamment un truc où il y a une ref à peu près à chaque plan. Je fais ok, ça va être le film de ma vie. Et puis je vais le voir en projection. Et là, je me dis, en fait, j'avais l'impression qu'on avait balancé presque ma chambre d'enfant à l'écran. Et je ne sais pas pourquoi ça m'embête. Et en fait, je sors en disant, j'aime pas ce film. Et donc, en fait, je suis sorti voilà, en disant beaucoup de mal. Et après, en fait, mes enfants ont voulu le voir, on y est retourné. Et là, je ne sais pas, deuxième visionnage, j'ai adoré. Okay. Et c'est un film que j'ai revu, mais plein de fois. À chaque fois, je découvre des nouveaux trucs dedans. Je me suis lancé le défi de découvrir toutes les refs. J'en suis à 404 refs. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a fait ce travail-là, mais moi, voilà. J'ai même trouvé une rêve que personne n'a vue, j'en suis très content. Et en fait, c'est un film que j'adore. Je trouve que c'est une chasse au trésor moderne, pop. J'adore ce film. C'est dans Ready Player One où il y a la ref à Allociné qui a le logo Allociné dans une rue.
Non, non, c'était Je confonds. dans Les Mondes de Ralph 2. Ah oui, c'était dans un dessin animé. J'avais un doute. Je me posais la question de. Je savais qu'il y avait une rue avec ce logo-là qui était là, mais je savais plus où. Mais ben, Ready Player One, moi je trouve que c'est le blockbuster parfait pour ma génération, Exactement, ouais. qui ont du coup vécu la pop culture, pas forcément avec les films, mais plus avec des références. Parce que Jurassic Park, parce que enfin les dinosaures, enfin tout tout ce qui est mis dans Ready Player One. Et en plus de ça, je trouve que c'est un excellent film. Je trouve vraiment que c'est un bon film dans son histoire qui est racontée. Je trouve que c'est un bon film dans la mise en scène, dans visuellement c'est extrêmement joli. Et en fait, je trouve que ça marche. Enfin, Ready Player One, moi je l'ai pas revu pour l'occasion, mais j'avais passé vraiment un très très Ouais, moi, bon moment je survalide ce film. devant Ready Player One. Et passons du coup aux deux derniers films de sa filmo Ouais, dernièrement, avec en plus un film qui pour moi a été la conclusion parfaite à sa carrière, même si on dit jamais non hein, à plus de Spielberg, mais Fableman c'était quand même une super conclusion quoi c'est vrai que pour sa de carrière. terminer sur Fableman, ça aurait été beau. C'est rare. Alors, on parlera de West Side Story juste après, mais je suis un peu décousu, mais parce que je parle de ça, du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Dis-moi, parce que j'arrive pas à trouver de lien, mais est-ce que c'est rare des réalisateurs qui font des films autobiographiques sur eux-mêmes? C'est une bonne question, ça. J'en ai pas trouvé d'autres, en Ouais, fait, mais c'est vrai, c'est un très bon point. ouais, il y a forcément des films Euh, qui parlent d'eux, autofiction de Almodovar. On sait très bien ouais, que ça c'est parle ça. indirectement de lui, Almodovar mais parle beaucoup de lui dans ses oui, films, oui, c'est très souvent, c'est vrai. mais non, mais aussi frontalement que Spielberg, c'est vrai que ça a été assez rare. Et moi, c'est un film que alors, je crois que j'aime pas tout. Je sais que le personnage de Michelle Williams, je trouvais qu'elle en faisait un peu des caisses. Ouais, Mais j'ai trouvé que la manière dont il filme, lui, à la fois son rapport à l'image et le rapport que peuvent en avoir les autres. Moi, je sais qu'il y a une scène qui m'avait profondément marqué. C'est-à-dire que dans le film, si tu te souviens bien, il est, comment on dit, il est harcelé, boulié. Il y a un ouais, bully, voilà, et à un moment, lui, donc il y a un camp d'été avec tous les élèves, et lui propose de le filmer. Et en fait, le jour de la projection, il y a son pire ennemi, le harceleur, qui découvre que Spielberg l'a magnifié avec ouais. les images. Et en fait, il vient le voir, il fait, mais pourquoi tu as fait ça? Et en fait, il aurait préféré que Spielberg l'abîme, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là où il y a un switch et il se rend compte que finalement, il va arrêter de harceler ce mec-là parce que ce mec-là l'a magnifié par l'image. Et je sais pas, il y a un truc que j'ai Très trouvé poétique, je trouve. voilà, Ouais. hyper touchant. Et là, pareil, la manière dont il comprend le divorce de ses parents en découvrant, voilà, il regarde des pellicules et puis il se rend compte qu'il y a un truc. Et donc, en fait, il y a on se rend compte, voilà, toute sa vie passe finalement par la péloche, quoi. Ah bah Et c'est ça, je trouve ça. ça fou. Et le plan final du film est l'un des plus beaux plans que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. J'ai mon prof de français, enfin de culture générale, qui était mon prof pendant que le film est sorti, qui était prof de cinéma aussi dans les Vosges où j'habite, qui m'a dit exactement la même chose. Et en fait, il nous avait un peu vendu ça. Faites attention, le plan final est génial. Et en fait, de mon côté, où il faut prendre en compte que j'avais juste vu E.T. et Les Dents de la Mer, je ne connaissais pas vraiment le cinéma de Spielberg quand je l'avais vu. J'étais en mode ah ok c'est marrant, mais je n'ai pas eu j'ai pas eu ce truc. Et c'est vrai que maintenant quand j'y réfléchis, je suis en mode mais c'est le fait de casser le quatrième mur comme ça sur la fin de son film qui est en plus hyper sérieux quoi. Tout le long du film c'est hyper sérieux, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et Fabelman je l'ai pas revu malheureusement, j'ai pas eu le temps. C'était vraiment un de mes derniers et en fait il me restait aujourd'hui et j'ai fait là j'étais en mode je ne veux plus là stop, faut que j'arrête un peu aussi parce que j'ai vraiment enchaîné 30 films en 30 jours. Mais The Fabelman, je voulais le revoir après, je vais le revoir parce que du coup, vu que j'ai tout revu, ça m'intéresse quand même beaucoup de voir la qualité de Fabelman à l'heure actuelle. Moi, il y a ce plan quand même où il tient le cinéma dans ses mains qui est quand même, je trouve, peut-être un des plus beaux plans de la carrière Ouais, de aussi, Spielberg. ouais, ouais. C'est en fait, je trouve qu'il veut tout dire, quoi. C'est Spielberg qui tient le cinéma dans ses mains, quoi. Et en fait, là où il aurait pu tomber dans le prétentieux, je trouve qu'il n'y tombe jamais dans le film. C'était trop facile dans un film autobiographique comme ça à son âge après toute sa carrière de tomber sur quelque chose où il s'envoie et beaucoup de fleurs où c'est très prétentieux et fin de compte ça ne l'est jamais quoi, c'est vraiment toujours juste Non, quoi The Fableman. exactement. Et il faut se rendre compte, je pense, bah, peut-être qu'on s'en rendra compte quand le monsieur nous quittera, et j'espère le plus tard possible, mais de la chance qu'on aura eu d'avoir vécu à la même Ouais. époque que ce mec-là.
C'est-à-dire que voilà, il y a des grands cinéastes voilà, d'avant où on se dit, voilà, c'est des gens un peu lointains parce que bah, ils étaient décédés avant qu'on naisse. Mais en fait, on aura été des contemporains de Steven Spielberg. Et comme tu dis, voilà, ce plan où il tient le cinéma dans ses mains, oui, si tu vas dans la rue et que tu dis à des gens, cite-moi le nom d'un réalisateur, C'est même des gens Spielberg. pas cinéphiles disent, bah, je sais pas, Spielberg. Je veux dire, le mec, c'est le cinéma. Son nom, c'est le cinéma. Non Et mais donc, en c'est fait, ça. on aura eu la chance, de la même manière que Michael Jordan, c'est le basket, on aura eu la chance d'être contemporain ouais, de ce mec-là. Quoi. Donc, C'est ça. Et je veux juste quand même en parler parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le film. Je suis désolé, je te reprends un peu de temps. Mais t'inquiète pas, il y a ma fille à côté qui me fait quand est-ce qu'on lance le film dans 5 minutes. dans 5 minutes, vraiment, c'est tout vite. Mais West Side Story, moi, j'adore l'original que j'ai découvert au cinéma. Enfin, pas en live, bien sûr, mais j'ai eu la chance de revoir une diffusion à l'UGC de West Side Story et je crois que c'était une séance. Enfin, moi, et pareil, il fait partie du top de mes films préférés. Je trouve que l'histoire est incroyable. Et là où Spielberg arrive à faire un remake, il y a quand même un risque. Dans les remakes, je trouve qu'en fait le remake a tellement de sens parce qu'il arrive il arrive juste après l'Amérique détruite de Trump. Il arrive dans une Amérique où Trump a été au pouvoir et a tout détruit, détruit la relation entre les gens. Et en fait, je trouve que le film a tellement de symbolique dans l'Amérique actuelle de Trump. Enfin, alors, en 2026, mais aussi dans l'Amérique qu'avait vécu Trump en 2021. Et je trouve que ça marche extrêmement bien. Visuellement, c'est génial. Je trouve que Rachel Ziegler est extraordinaire dans le film. Moi, je suis happé par son jeu tout le temps. Pareil, il y a des acteurs, McFace, qu'on retrouvera dans Challengers, moi qui, pareil, un film que j'adore, Challengers. Et de le voir qu'ici, il commence sa petite carrière dans The West Side Story. Et je trouve, pour moi, le plus gros défaut, ça va être que en fait, c'est un défaut qui n'est pas un défaut, mais ce que j'aime dans le premier West Side Story, c'est ses plans larges, c'est ses plans lents, c'est très peu de travelling, c'est un cinéma pas lent, mais qui visuellement est stable. Ouais, le premier West Side Story de 61. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où Spielberg est toujours en mouvement. Il y a pas, il y a même un côté théâtral, je trouve, dans le premier, où on te filme des scènes, mais on te filme jamais le film comme Spielberg le fait ici. Et du coup, je perds un peu ce côté-là qui me plaisait beaucoup, avec des couleurs très vives, moi, je me rappelle de ce plan où elle se met elle se met du tissu autour d'elle, et en fait, il y a la lumière derrière, donc en fait, le côté religieux, quoi, le côté Jésus de cette personne, quoi, et que Spielberg, du coup, on n'a pas ça. C'est peut-être pour moi le côté négatif. Bah alors moi, je l'ai revu en plus un matin avant d'aller au boulot, j'étais en pleurs. J'ai trouvé ça grandiose. Je sais pas pourquoi, pour moi, à la fin, dans l'original, les deux mouraient. Mais non, pas du tout. Enfin, Non, non, pas voilà. du tout. Mais je sais pas pourquoi, à la fin, j'étais en mode, bah, elle meurt pas. Il a revisité le truc. J'étais voir, je fais, bah non, dans le 61 aussi, il meurt pas, mais enfin, elle meurt pas. Mais non, c'est génial et c'est vraiment un très très grand film. Et le dernier truc que je voulais dire sur West Side Story, si je me souviens plus. Donc, je vais te laisser la parole et peut-être que ça reviendra. Non, non, parce que, ouais, bah, t'as tout résumé. Et surtout, il y a un côté ouais, flamboyant assez incroyable. Et ce qui est cool, c'est que, comme tu l'avais dit, il y avait un petit morceau comédie musicale dans 1941. Il y avait le prologue du Temple maudit, Indiana Jones, pareil, où c'était, Ouais. il y a tout un prologue très comédie musicale. Et je pense que c'était un rêve qu'il avait de pouvoir faire un musical en entier. Et c'est cool qu'il l'ait fait. Et j'étais en train de réfléchir justement à est-ce qu'il y a des genres qu'il n'a pas fait. Et je crois qu'il y a le western qu'il n'a pas fait. Et j'aimerais bien voir un western par Steven Spielberg. Mais alors, je crois pas abuser en disant que j'ai vu ça sortir il y a quelques jours. Comme quoi, son prochain film, ça serait ça. Je crois qu'il a ça en projet depuis Ouais, longtemps. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est le genre en plus très américain, finalement, très hollywoodien. C'est vraiment le genre qu'il n'a pas touché, quoi. ouais, Donc, non, mais je suis très curieux, quoi. Je suis vraiment très curieux. Et ouais, non, pour terminer sur West Side Story, pour moi, c'est une vraie réussite. Et comme je l'ai dit, je trouve que politiquement parlant, et du coup, c'est très marrant. Enfin, politiquement parlant, je le trouve très intéressant en plus à l'heure actuelle. Et ce que je trouve fou, c'est que malgré cette année 2010 et ces années 2000 qu'on disait qu'ils étaient un peu plus faibles, je trouve que les années 2020, ils remontent. oui, ça Et repart bien. et en fait, je trouve ça fou de quel point le mec se réinvente.
avec Ouais, d'autres c'est ça. genres, le genre autobiographique, le genre du musical, remake aussi, hein, parce que il avait pas trop l'habitude de faire du remake, mais il est là, il te sort de films qui est absolument génial et on va rebondir là-dessus. Alors je sais que toi tu l'as déjà vu, donc tu as pas forcément le droit Je d'en n'ai pas parler, le donc droit d'en parler. c'est ça. Donc moi je ne te poserai pas de questions sur le film, mais juste voilà, il y a Disclosure Day qui sort mercredi, et j'ai très très hâte. Voilà, en vrai honnêtement j'ai juste ça à dire, j'ai juste très très hâte. J'espère ne pas être déçu. J'espère vraiment ne pas être déçu et en fait je suis curieux de découvrir un Spielberg maintenant que j'ai réalisé la beauté du cinéma de Spielberg. Ouais, exactement. Et ça pourra d'autant plus te parler. En tout cas, lui, donc moi, j'ai eu la chance d'être au Grand Rex mardi. Et en fait, déjà, il y a un premier truc, c'est que le mec, donc on vient de voir la carrière et la filmo, euh, il pourrait être imbu de lui-même, méprisant, machin. En fait, on a l'impression de voir toujours un espèce de, dans toutes les interviews qui passaient sur grand écran, on les voyait, quelqu'un qui a tellement l'amour du cinéma, l'amour de transmettre ses histoires, ses images. Donc on voyait, il y a un plaisir vraiment enfantin dans ses yeux. Et une fois qu'il était sur scène, il n'était pas là pour parler de lui, il était là pour faire briller les autres. Et c'est là qu'on se rend compte, voilà, aussi de quand on est face à un grand monsieur, ça peut être une grande dame aussi, mais voilà, une grande personne qui est dans la bienveillance et dans le fait de mettre les autres en lumière. Et donc déjà, moi, c'est le premier truc vraiment qui m'a frappé. Et après, un des trucs qu'il a dit, voilà, qui fera peut-être une bonne conclusion à ce live qu'on a fait ensemble, c'est, voilà, il a dit, dans le genre extraterrestre, j'ai fait Rencontre du troisième type, j'ai fait E.T., j'ai fait La guerre des mondes. Et ben, le film que vous allez voir, c'est la culmination de tout ce que j'ai appris sur ce genre-là, sur ces 40 ou 50 ans. Et je l'ai mis dans Disclosure Day. Donc voilà, donc après, voilà, vous verrez J'ai j'ai- si ça coche bien toutes les cases, quoi. j'ai très très hâte, sachant que le plan, j'en parle juste parce qu'il m'a matrixé ce plan et en fait j'en ai pas parlé et j'ai vraiment envie d'en parler tout vite, mais le plan qu'il y a dans la bande-annonce où la caméra se renverse, enfin va contourner la tête du cerf pour laisser apparaître l'alien. J'étais en mode ok, le mec il a je ne sais pas quel âge, il est encore enfin le plan, la mise en scène, l'idée, voilà, moi j'ai vu ce plan dans la bande annonce et j'étais en mode si mais ça dans la bande annonce, j'ai très très hâte de voir tout le reste. Et Emily Blunt qui est une actrice que j'adore et Josh O'Connor, pareil, Olivier Colman, enfin Olivier Colman, Colman Coleman Domingo, Domingo. Ouais. je sais pas qui est Olivier Colman, mais Colman Mais on Domingo, le salue quand même. On le c'est salue ça. quand même. Coleman Domingo, Emily Blunt et Josh O'Connor sous la caméra de Spielberg. J'ai très 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 hâte. Vraiment, j'ai très très hâte. Et alors, je vais pas te prendre plus de ton temps, mais je te remercie vraiment d'avoir pu te libérer pour parler de Spielberg. Désolé de t'avoir pris autant de temps, mais T'inquiète pas, il a une on grosse parle cinéma, carrière, moi je suis donc content. Je suis content. Je suis content de parler cinéma. il a une grosse carrière, donc voilà, c'était important de parler de tout ça, de parler de tout ça avec toi. En tout cas, je te remercie et je remercie tout le monde qui a été là. Alors, je sais que vous avez été calme, mais de toute façon, c'est pas très grave. Il y a une rediffusion sur YouTube, il y a une rediffusion en podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, on sera partout. Donc voilà, vous pourrez nous écouter partout. En plus de cette émission sur Twitch et sur TikTok. Merci à ceux qui ont été présents. Je te souhaite une bonne soirée. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde qui nous suit. Et je vous dis à la prochaine, hein. Il y aura forcément des autres lives qui arriveront très Bon, on se prochainement. refait un live sur Nolan. Hein, on va se faire ça. Avec Allez. plaisir, avec plaisir. Ça sera un peu plus court. Il y a un peu moins de films Il y a à un peu parler moins de sur films, Nalan. mais plein de C'est choses à ça. dire aussi. C'est ça. Merci beaucoup et j'espère te revoir une prochaine fois pour parler de cinéma parce que c'est toujours un plaisir. Et on va se quitter là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là et d'avoir été là sur ce live. Merci.